Thomas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Oui, Euh, donc un palmarès exceptionnel, numéro un mondial sur la saison 2019, numéro un mondial IBJJF, Black Belt. C'est quelque chose qui s'est jamais fait dans le milieu du grappling français. Et si on devait commencer cette interview un peu fort, en mettant en perspective cette performance, ce que tu pourrais situer euh, derrière cette performance, si on essaie de regarder les Français qui ont le plus performé, ça a été jusqu'à où? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à rentrer dans le top 10, dans le top 20, dans le top 30? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à gagner des championnats d'Europe, Black Belt, où on pourrait situer la performance des Français sur l'échelle mondiale du JJB de manière générale? alors moi je vais parler vraiment en jiu-jitsu brésilien, mais moi je suis spécialisé dans le nogi, sans Mhm. kimono. Donc sur cette partie-là, dans la fédération IBJJF, je pense que je suis le premier Européen à avoir gagné la place numéro 1 en ranking nogi. Euh, Après, au niveau des autres Français qui suivent derrière, j'ai vu très actif et vraiment d'un bon niveau, un international vraiment plus que correct, Kenji, qui est un très bon combattant. Je pense qu'il y a des petites failles, mais il va beaucoup évoluer, prendre de l'expérience et surtout, si je parle de failles, c'est parce qu'il arbitre en même temps et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas vu vraiment peut-être à 100% sur un circuit comme moi, je l'ai été à 100% entièrement, que ce soit la prépa, le temps, tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a Kenji qui fait vraiment quelque chose de bien. Et vraiment, dans la performance sur du résultat, j'ai vu Anthony De Oliveira en black belt. Je crois qu'il n'a pas parfait sur les pannes, mais je crois qu'il a gagné l'Europe Nogi, qui commence à être un sacré niveau. Faut savoir que bon, tu as le championnat du monde qui est le numéro 1 des tournois. Ensuite, le deuxième plus gros tournoi du monde, c'est les Panamérica. Et le troisième, c'est le championnat d'Europe. Donc, Anthony Elguera a gagné l'Europe Nogi. Voilà. Moi, j'ai gagné les Panamérica et j'ai gagné deux fois, dans 2 années consécutives, le championnat d'Europe. Après, en dehors de ça, en black belt, vraiment nogi, j'ai pas spécialement vu de résultats À vraiment ce sur les. niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. Ouais. Et en plus de ça, en plus du fait que tu as réussi à être numéro un mondial, ce qui est incroyable, tu as déjà donc t'as performé, comme tu dis, sur les championnats d'Europe 2 fois, sur les Panam. Tu as aussi des titres en Grappler Quest et Naga, il me semble. Oui. Fila, tu avais pris des titres en Fila aussi. On va dire que en ordre à peu près, j'avais gagné le championnat de France Fila. Ouais. J'avais enchaîné dans la même saison du coup le champion d'Europe Fila en 2010. Ensuite, j'étais parti, j'ai fait finaliste UFC Fan Expo et j'ai gagné le championnat du monde après à New York, Naga. Et j'ai enchaîné en 2012 et j'ai gagné le World Series, le championnat du monde Grappler Quest. Mais au-delà même, il y a eu 2 choses symboliques sur ce tournoi en Grappler Quest, c'est que c'était le Grappler Quest à ce moment-là, c'était quelque chose de très médiatique, où il y avait des bons noms. Alors, c'était pas forcément un tournoi où il y avait 4, 5 combats durs et tout, mais si tu avais 2 noms, 2 combats, 2 gros noms, c'était très médiatisé. Donc à ce moment-là, moi, je gagne déjà à Las Vegas, symbolique. Et je gagne contre Sean Roberts qui venait de sortir d'une grosse télé-réalité, le comité. Et il s'était fait la guerre quand même avec en concurrence Kinan. avec Kenan Cornelius. Et je crois que c'est Kenan qui gagne à la fin en Nogi au bout d'un match de 20-30 minutes, un truc comme ça. Il gagne. Et Sean Roberts sortait deuxième du comité. Et moi, je crois que je le prends dans les mois qui arrivent et je le soumets en guillotine en 1 minute 30. Ça avait mis un choc dans la salle à Las Vegas. Ouais. Cette guillotine, c'est un peu ton gros point fort. Je sais que quand tu vas dans les stages, les mecs, ils veulent que tu démontes la guillotine. Et je sais qu'aussi, souvent, tu démontres pas la guillotine parce que Ouais. tu dis, tu dis, voilà, moi, la guillotine, elle me vient. Ouais. C'est pas que j'ai une technique particulière, c'est pas que je crée un jeu qui fait que au bout d'un moment, le mec place sa tête à cet endroit-là. Est-ce que tu pourrais étayer un petit peu là-dessus? C'est exactement ça. Alors, les premières années, je pense que j'étais axé quand même sur la guillotine, les placements techniques et tout ça, mais après, ça s'est vite enlevé. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même instinctif. C'est je pousse à la faute
Maintenant, mes placements font que, et parfois je me jette sur la tête. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience, je ne me jette plus du tout sur la tête parce que j'ai pris beaucoup plus d'importance dans la stratégie, dans la gérance de mes combats sur la fin de ma carrière, donc beaucoup moins d'attaquants. Par contre, beaucoup plus défensif, beaucoup plus fermé, beaucoup plus de contrôle de timing, de temps, des avantages, des points. Donc automatiquement, j'ai peut-être un peu perdu l'efficacité sur la guillotine, mais je sais par contre pousser à la faute. Et c'est vrai que du coup, quand je fais des stages, on s'attend souvent que je montre la guillotine, mais je ne la montre pas. Et encore moins de technique. Et les gens ils sont souvent un peu étonnés. Mais en fait, comment dire, un exemple, c'est à haut niveau, c'est comme si en boxe, tu viens et tu veux expliquer le placement du coude ou du point exactement en boxe sur un match en finale, tu vois, pour la ceinture WBC, etc. Et le boxeur, lui va te dire, regarde, c'est la manière dont je me déplace, la manière dont je le provoque en avant, la manière dont je fais le pivot, et là, je lâche mon coup de poing. Donc, peut-être que c'est vrai pour ceux qui débutent les premières années, veulent connaître l'aspect de la guillotine technique, mais après, au bout d'un moment, en fait, dès que tu vas être un peu intermédiaire ou avancé, c'est surtout comment tu l'amènes, ton placement, ta distance, comment tu la camoufles. Voilà, donc, souvent, moi, je ne la montre pas en technique. Quoi. Je la provoque. Je provoque. Et après, c'est tellement, normalement, ta technique favorite qu'en fait, tu le sais si elle passe ou si elle passe pas sur la demi-seconde. Tu sais quand tu la prends si elle y est ou s'il faut repartir avec ou sweeper avec. Tu le sais en fait. L'erreur, elle va très vite dans une guillotine, dans un sens ou dans l'autre. C'est une demi-seconde. Donc, tu sais si elle y est ou pas. Mais si tu l'as ou si tu fais une erreur, c'est vraiment la préparation, l'amont. C'est surtout là la préparation de la guillotine. Donc, maintenant, j'explique beaucoup sur cette partie-là et non la guillotine. Après, derrière, j'explique des petits placements de poignets, mais il y a plein de variantes. Souvent, je vais dire que c'est le placement des fesses. Souvent, quand on prend une guillotine, il faut placer les fesses à l'extérieur. Et après, le petit truc que j'explique quand je montre la guillotine, c'est que mon placement de corps est déjà placé sur le côté, là où lui, quand on prend une guillotine, normalement, il doit sauter, par exemple, le cul de l'autre côté. Et moi, j'ai déjà mon placement de corps sur son anticipation de défense. Voilà, c'est ce que si je montre les détails dans la guillotine, c'est ça. C'est un truc qui est assez impressionnant chez toi. C'est que tu as su transcender l'aspect technique dans le milieu. Hein, on parle sans langue de bois dans ce podcast. C'est un peu Thomas, il est pas très technique, c'est un peu ce que les gens aiment dire. Et en fait, quand on travaille avec toi, ce qu'on se rend compte, c'est que techniquement, tu as ta technique, mais tu as surtout développé à son paroxysme le technico-tactique, la distance, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Je me souviens quand on travaillait ensemble, avant que tu prépares les sélections ADCC, et que moi j'allais affronter Mourad, qui est un spécialiste de la guillotine justement, et je disais Thomas, viens, je te rentre dans les jambes et tu prends la guillotine, on va voir comment je sors. Et puis tu me dis attends, on verra plus tard. Et puis j'insiste un peu, je dis Thomas, viens, on fait ça. Tu me dis on verra plus tard. Et puis en fin d'entraînement, tu me dis écoute, Nico, je crois que tu n'as pas compris. Toi, tu me dis, viens, on teste ma défense de guillotine. Et moi, je te dis, tu vas combattre de telle façon que ta tête ne sera jamais à un endroit où il peut te mettre une guillotine. Et ce jour-là, en fait, j'ai compris qu'il y a une différence entre combattre et gagner. Combattre, c'est je viens et j'essaie de tout donner pour imposer mon truc. Gagner, c'est j'enlève les meilleures armes à mon adversaire pour moi imposer mes armes à moi. Oui, surtout si tu le sais que lui, c'est son point fort, ben, de suite, il faut, dans ton jeu, savoir quel angle ou quelle attitude tu peux faire pour de suite annuler la chose. Et c'est là où, par exemple, dans l'entraînement, ça rentre dans le sujet des champions du monde de l'entraînement et tout ça, ou même soi-même, on va faire des entraînements où on se lâche, c'est là où tu vas parler de combativité, c'est-à-dire que tu vas combattre, tu vas tenter des choses. Mais à partir du moment où tu as de l'enjeu comme une compétition avec des risques, du stress et ainsi de suite, tu es obligé de prendre en compte certains facteurs comme ne prendre zéro risque, sécuriser certains angles, pourquoi se jeter et voir s'il pourrait me l'attraper un truc. Mais déjà, parfois, ta langue contrôle sa main, il n'y a plus de guillotine. Jamais la tête basse, il n'y a plus de guillotine. Jamais la tête sous les selles, il n'y a pas de guillotine. Donc maintenant, enlève peut-être cette attaque de takedown, enlève peut-être ça et ça, il n'y a plus de risque. Et tu annules, on va dire, un gros pourcentage de possibilités pour lui. Et là, tu vois après ce que tu peux faire avec quelles armes il te reste. Moi, ça, c'est en compétition, c'est spécifique compétition. Ouais. C'est spécifique à la compétition, c'est spécifique au niveau. Et ce que tu disais souvent, c'est des combats où tu ne te fais pas forcément plaisir. Pas comme tu te ferais plaisir à l'entraînement où tu vas te lâcher et tu vas sortir tout ton arsenal technique. Mais par contre, c'est des combats où tu te fais plaisir de par la victoire que tu as obtenue.
Est-ce que toi, sur ton parcours pour être numéro un mondial, tu as ressenti cette chose beaucoup de fois, cette volonté justement de ne pas prendre de risques pour être sûr d'obtenir la victoire au final? Moi, je suis quelqu'un qui combat de très sécuritaire. On a l'impression souvent, sur ma carrière en général, hein, que je suis très agressif, mais en fait, dans ma tête, je suis très défensif. Mais j'ai conscience qu'il faut attaquer pour provoquer les erreurs. Mais je ne me jette pas. Parce que plus on s'ouvre, plus on est ouvert. Plus on attaque, je veux dire, pardon. Plus on attaque, plus on est ouvert. Ce serait comme prendre l'exemple en boxe, je le prends souvent, c'est comme commencer à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups en boxe anglaise. Au bout de 10, on va dire que c'est bon, tu n'as pas trouvé l'ouverture en fait. Ça serait commencer à s'exposer trop longtemps à prendre un contre. Bon, sauf qu'en boxe, un coup de poing en contre, on va sentir le danger, on va en prendre conscience, un contre dans la tête. Sauf qu'on va dire, la soumission, souvent, on sent le danger un peu trop tard, quand on va taper en fait. Mais alors qu'un coup de poing, c'est un impact et tu sens de suite l'avertissement. Ben, moi, j'ai un peu ce truc-là parce que j'ai quand même fait de la boxe à côté en plaisir. Mais j'ai conscience que voilà, si tu attaques trop longtemps, c'est comme un boxe trop de coups, sans efficacité, sans mettre, si c'est pas pour du pressing, si tu t'exposes, tu t'ouvres à un contre. Et bien, je pense qu'il faut faire un peu pareil en grappe. C'est-à-dire que si tu commences à bouger pour bouger, il faut être conscient que tu t'ouvres en fait. Donc, une seule main à l'intérieur d'une jambe, une seule saisie ou n'importe quoi, et tu lui laisses des possibilités. Il ne faut pas attendre la fin de son action pour savoir que tu es en danger. Donc, moi, je suis très sécuritaire dans ma manière de combattre. Et après, c'est sûr que quand en compétition, on va dire, tu es restreint. C'est peut-être certains qui ne vont pas prendre de plaisir sur l'entraînement, la pratique de ce sport en général dans la salle. Mais faut savoir que oui, on ne va pas se restreindre dans un entraînement comme ça tous les jours. Ce serait un peu d'ailleurs embêtant de se restreindre. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on rentre dans une période, on va dire spécifique, à l'approche d'un tournoi, tout ça, il ne faut plus trop bricoler, il ne faut plus tout chercher. Et sans même parler de faire des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne maîtrise pas, en période spécifique, c'est même pas faire que ce qu'on sait faire comme point fort, c'est les points forts, mais vraiment les points forts. C'est-à-dire tes 3-4 trucs, quoi. Souvent, je donne un exemple. Quand les gens parlent de technique et de technique et de technique et attente de la technique, moi, je donne souvent un exemple qui est rigolo, le paintball. Tu vois, si tu vas entre potes, tu t'en fous, tu prends un fusil, tu tires des billes, tu t'éclates et tu rigoles, c'est loisir. Si maintenant tu commences à faire un tournoi, c'est pas le fait d'avoir par exemple un arc, un bazooka, un fusil, un couteau, un sabre, et tu vas arriver sur un terrain avec 10 000 armes. Moi, le mec qui rentre sur un paintball avec 10 000 armes, c'est-à-dire des techniques de soumission, on va le regarder, on va dire c'est qui ce farfelu en fait, tu vois. Par contre, tu vas te méfier d'un mec qui a juste peut-être une seule arme, quelle que soit l'arme, mais il la maîtrise, quoi. Tu vois, le mec, il la nettoie, il la maîtrise parfaite. Mais par contre, ce mec-là, ce qu'on va voir, c'est entre guillemets le léon, souvent je dis, c'est que ce mec-là, il a une arme, peut-être pas celle qui va impressionner le plus ou la dernière technique, on s'en fout. Mais le mec, quand il va rentrer sur le terrain, et c'est là où moi, je ne parle pas forcément de technique, mais de détail. Souvent, les gens disent Thomas, il n'est pas technique et tout. Peut-être, pas de problème. Je ne suis pas le plus technique. Et d'ailleurs, j'ai arrêté il y a très longtemps d'apprendre des techniques pour des techniques. Je rajoute des petits détails techniques à mon jeu, mais je n'apprends plus de technique. Par contre, là où les gens sont très surpris quand je m'entraîne, quand je fais des stages et tout, c'est que c'est différent des techniques, je suis rempli de détails. Et c'est là où tu as fait le lien de tactico-technique. C'est-à-dire que c'est des détails qui permettent d'utiliser d'un côté mes techniques dans ma stratégie. Et c'est comme donner l'exemple sur le paintball, ben, le mec il va chercher l'angle, la vue, la lumière, il va mettre du gravier par terre pour le bruit, ainsi de suite. Et on se rend compte que c'est ça la science du combat. L'approche, toi, par exemple, qui est préparateur, tu sais l'importance de la diète, de la réhydratation, parce que surtout selon le nombre de combats qu'il va avoir, l'intensité, le volume. Et moi, je fais aujourd'hui plus attention et j'essaie de faire attention à tout ça. C'est-à-dire, par exemple, si je sais que je vais partir sur une durée longue ou contre un mec très lourd ou n'importe quoi, ben, je vais faire des détails de contrôle de poignet, de ci, de là, qui va emmerder en fait la personne dans le combat. C'est pour ça que parfois l'entraînement, je pense à être bon, mais je ne suis pas aussi fort qu'en tournoi, parce qu'en tournoi, je pense que j'ai pris une expérience de vrai loup. C'est-à-dire que j'ai plein de petits détails qui annulent, qui emmerdent. En fait, souvent, je suis quelqu'un qui frustre beaucoup la personne pour faire la différence 2-3 fois dans le match. Et c'est vrai, je reviens sur ton truc, c'est que je suis très sécuritaire et je ne joue pas forcément des techniques, mais des détails. Des détails qui sont des trucs très bêtes, des angles, un écrasement de tibia, un retrait de 5 cm, le décalage,
venir baisser la tête. Et tout ça a une raison pour couper l'action, pour annuler, pour récupérer, pour épuiser le gars ou X truc en fait. Là, tu as donné tellement d'infos sur lesquelles je voulais revenir Ouais. non, mais c'est vraiment ça. C'est l'aspect. Déjà, tu dis à l'entraînement, il peut y avoir des mecs qui tournent avec toi et qui se disent ouais, bon, ok, en fait, c'est le numéro 1 mondial, mais en fait, il est accessible. Parce que tu as un jeu, déjà parce que moi, je l'ai vu en compétition. Thomas Loubersan, le jour de la compétition, Thomas Loubersan à l'entraînement, c'est deux animaux différents. Je t'ai vu quand on a été faire les qualifs à DCC en Allemagne. Quand tu es rentré sur le tatami, tu t'es transformé. C'est-à-dire qu'on était sur du très haut niveau en face. Rappelle-toi, il y avait des Français qui étaient là. Il y a sur tous les Français qui étaient là, il y a 3 Français, dont toi, qui ont passé le premier tour. Les autres Français n'ont même pas passé le premier tour. On était 3 à passer le premier tour. Il y avait toi, Zuber et moi. Les autres Français n'ont même pas passé le premier tour. Et toi, tu as passé le premier tour, mais d'une façon où les mecs n'ont pas marqué un point. Tu as ce grappling dont tu parles, où c'est pas la gentillesse, et j'adore le JJB, hein, mais c'est pas la gentillesse du JJB. C'est-à-dire que parfois, dans le JJB, on oublie aussi que c'est un sport de combat. Et que quand je suis en demi-garde, je peux aussi poser mon tibia sur ton tibia, et que à ce moment-là, je vais te mettre dans une position qui est inconfortable pour toi. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné dans ton travail, dans ton jeu, c'est cette façon que tu as réussi à mettre en place de faire un anti-JJB où tu n'acceptes pas le contact du JJB, qui est la base du JJB, le contact. Tu n'acceptes pas les angles du JJB, tu n'acceptes pas les positions qui seraient des positions confortables dans le travail au sol. Et donc, au final, tu as construit toute une arme anti-JJB. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu peux te permettre de battre le plus haut niveau technique de JJB. Tu peux te permettre de le battre à l'étranger avec des mecs qui s'entraînent avec les meilleurs au monde chaque jour, alors que, et là on vient sur une autre chose que je voulais aborder, qui sont tes partenaires d'entraînement? C'est très compliqué, bon, mes entraînements. C'est ça. Ouais. J'ai tellement développé l'anti-jeu, en fait, grâce à ça. C'est-à-dire que si j'explique mes dernières années d'entraînement, les gens ne le croiraient pas. Je ne m'entraîne pas. Les derniers sparring, par exemple, cette année, en 2019, si je reprends l'année en entier, bon, 2018, j'étais en Thaïlande, mais la Thaïlande, c'était bien de s'entraîner, mais je mangeais beaucoup, je suis revenu à 100 kilos. D'ailleurs, quand j'ai attaqué la préparation avec toi, j'ai souffert au niveau de la condition physique, au niveau de l'estomac et tout, parce que si moi je suis à 4... Ouais, j'étais trop gros. Quand je suis à 94, je peux arrêter en plein match, je suis épuisé, je suis 95, je suis épuisé, je vois que j'en crasse, quoi. Par contre, si je vois que je suis à 90 kilos, je suis une machine au niveau de la condition physique, et c'est là où, par exemple, quand j'ai fait la prépa avec toi, j'étais très lourd, je l'ai vu de suite, en plus avec une dynamique de lutteur en face, ça a été très compliqué pour moi en revenant de la Thaïlande. Et la chose après la blessure, la première chose que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais trop lourd, donc j'ai reperdu du poids, et c'est là où après Baptiste Amine m'avait repris à Brétois, et quand j'ai descendu le poids, j'ai senti vraiment une différence. Parce que les premiers circuits training qu'il m'a fait, il savait ce qu'il faisait, mais j'étais trop lourd. Mais je reviens sur le truc de jiu-jitsu. C'est pour ça que j'ai perfé beaucoup en IBJJF. C'est-à-dire que j'ai fermé tout un monde contre un mec jiu-jitsu brésilien parce qu'en fait, j'avais personne de quoi m'entraîner. Cette année, j'ai fait 1 mois de préparation avec toi, 1 mois et demi, en début d'année 2019. Après, j'ai été blessé. Il faut savoir que j'ai été blessé 2 mois, avec 1 mois et demi, 3 semaines avec le genou, 1 mois. Et après, j'ai repris le circuit. J'ai fait mon premier BJF à Paris, d'ailleurs, contre Kenji. J'étais blessé. Pas longtemps après, hein. Pas longtemps après ta blessure, Thomas. Ouais, pas trop longtemps. En mai. Tu combats, tu es encore blessé quand tu combats à l'IBJJF à Paris. Le premier à Paris, je suis blessé. Et le dernier à Paris, d'ailleurs, que je finis le dernier tournoi, à Paris. Et j'étais blessé aussi. J'étais blessé aussi. Mais toute l'année, je n'étais pas blessé. Hein. C'est que comme j'avais eu la blessure pour la DCC au genou, il fallait de suite que j'actionne sur le nouveau projet. Dès que le genou, ça allait. Mais vraiment, il valait mieux pas que ça aille au sol parce que d'ailleurs, c'est resté debout. Et moi, j'ai géré vraiment stratégiquement. Je voulais faire juste la différence et m'économiser. Et après, tous les tournois, ça s'est très bien passé. Et le dernier à Paris, j'étais blessé à l'épaule. À Rome, j'avais pris le très très lourd. J'avais gagné à Rome en ultra heavy,
en black belt adulte, et je m'étais blessé à l'épaule. Et après, du coup, j'ai fait Mexique et j'ai fait Paris avec l'épaule blessée. Mais sinon, après, tout ça allait. Mais c'est pour ça que, comme j'avais personne en entraînement, si tu regardes l'année, j'ai fait 1 mois d'entraînement au début de l'année. Et franchement, c'était vraiment de la remise en question dans le vif, dans le dur avec toi. Donc, on va dire presque, quand on a fini la prépa ensemble, c'est presque là que j'aurais dû commencer une début de prépa, tu vois. C'est-à-dire être bien, tu vois ce que je veux te dire, commencer à vraiment avoir les sensations. Ça a été Et après, j'ai rien fait. J'ai fait On a 6 commencé entraînements. fort. On a commencé fort et peut-être Ouais. même avec le recul qu'on a commencé trop fort. Un On peu a trop fort parce commencé. que j'étais trop lourd. C'est ça. Ça, c'est ma faute. Et Je pense que l'entraînement que tu avais fait, il était un peu solide. Mais si j'avais été à mon poids de forme, je l'aurais encaissé. c'est ça. Après, vraiment au début, d'ailleurs, on l'a vu, dès que j'ai perdu 2-3 kilos les quelques jours après, déjà, Rien à ça voir. commence à aller mieux. Et après, je l'ai vu après quand j'ai commencé à Toulouse à redescendre sur mon poids, à dire non, là, j'étais beaucoup trop lourd. Je suis redescendu à 90-91. Là, par contre, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment, tu étais à 90-91 kilos, mais tu combattais à quel poids? À l'IBGF, je combattais à 91 ou à 97 ou à plus les 100, 110 kilos. Tout. Je combattais à tous les poids. Merci. Je vois beaucoup avec l'avènement du cutting, qui est une pratique qui est utile pour le MMA de haut niveau. Ouais. Je vois beaucoup de jeunes qui se focalisent énormément sur leur poids en s'imaginant que leur poids de combat, c'est un poids imaginaire qu'ils n'ont jamais fait. Et les mecs font 84 kilos et ils s'imaginent que leur KT, c'est 77 ou 75 ou moins. Numéro 1 mondial, Thomas Loubersan, tu t'es concentré sur toi-même, parce que c'est ça que tu me dis depuis tout à l'heure. Au lieu de te concentrer sur la dernière technique YouTube, de t'entraîner avec un tel ou un tel, non. Tu as dit, moi, je suis qui? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Quel est mon poids où je me sens bien? Et quel est le poids que je peux maintenir toute l'année dans lequel je peux combattre? Ouais. Et tu as combattu à 91-92 kilos contre des mecs de 97, voire parfois en super heavy. Donc, l'ultra heavy, même la finale du championnat d'Europe, il fait quand même. Le mec, il est 3e au World Nogi ultra heavy. Hein. Il perd contre Cyborg, le mec que je gagne. Ribas, et il a 116 kilos, un truc comme ça, 117 kilos. C'est vrai que si je devais donner un conseil en fin de carrière, pour le MMA, c'est complètement un autre sujet et c'est toi qui en parlerais. Mais en grappling, si moi je peux donner un conseil côté athlète, les premières années, j'ai fait des cuttings. D'ailleurs, j'ai mis un truc il n'y a pas longtemps sur Las Vegas, mais le cutting que j'avais fait, mais c'était ma manière de raconter l'histoire, mais parce que j'avais pas assez de technique, on va dire. Donc au début, j'étais quelqu'un de très physique, très pitbull, et je faisais le cutting parce que pour compenser un peu la technique qui pouvait peut-être un peu manquer, mais surtout la stratégie. Mais est-ce qu'il n'y a pas la confiance, Thomas? Est-ce qu'il n'y a pas la confiance aussi? Parce que ça se trouve, tu avais déjà le bagage technique. Mais est-ce qu'il n'y a pas la confiance de quand je descends de KT, j'ai l'impression d'être plus fort et je me donne confiance? En fait, moi, j'ai un truc très particulier et tu l'as vu d'ailleurs à la DCC. Bon, maintenant, cette année BJF, je l'ai complètement géré complètement différent. Mais en fait, moi, si j'étais trop bien, je ne combats pas bien en fait. Il faut que je sois inquiet en fait. Il faut que je sois dans mes retranchements. Il faut que je doute. Et après, quels que soient mes états d'humeur, quand je monte sur le tapis, c'est fini. Mais avant, c'est vrai que je peux passer dans plein d'états d'âme différents, et surtout quand j'étais jeune. Mais par contre, ce qui est fou, sur 15 ans de carrière, je mets le pied sur le tapis, c'est fini. C'est fini. Ou même quand je rentre dans la salle, quasiment, ça y est, c'est fini. C'est bizarre. Et même à Las Vegas, il faut savoir que le matin, je fais le cutting au Grappler Quest, je suis à 92, je descends jusqu'à 85, j'arrive déjà à Las Vegas épuisé, fatigué, rien que pour marcher 1 kilomètre, truc, et je vais perdre 7 kilos encore en 4 heures pour faire le cutting. La réhydratation très compliquée parce que tu es aux États-Unis. Il faut savoir que la réhydratation juste avec des bouteilles ou des Powerade, c'est très compliqué. Il y a des mecs à haut niveau qui font avec des perfs et tout ça pour remettre. Et en plus, en MMA, tu vas avoir 24 heures, voire 32 heures. Moi, je fais la pesée à 17 heures, je combat à 11 heures le lendemain matin. Donc, c'est une demi-journée, donc tu réhydrates rien. Et complètement fatigué et tout ça. Mais comme je me sentais en danger, du coup j'ai été agressif, mais j'ai géré, comme je savais que j'étais épuisé, je gérais, donc ça marchait très bien moi, les premières années. Il y avait peut-être un manque de confiance, mais s'il y avait un peu de manque de confiance, c'était le volume d'entraînement. J'avais besoin de beaucoup m'entraîner pour prendre confiance, mais par contre pour moi rien à voir quand j'approche le combat. Et d'ailleurs moi je le sais, les gens autour peuvent me regarder bizarrement.
mais je peux être de différentes manières avant le combat. Mais moi, dans ma tête, je me rassure parce que je sais que de toute façon, quel que soit l'état où je suis, quand j'arrive dans la salle, c'est fini. Quand je monte au tapis, c'est parti. Et en fait, toute cette attente, elle est chiante, elle est longue, et c'est là où un peu parfois, voilà. Mais et même si je suis pas bien, c'est même bien pour moi. Quand j'ai fait les choses trop proprement les premières années, j'étais trop propre, trop carré, trop truc, ça m'allait pas. Dès que j'étais inquiet, dès que je me retourne et je dis à un pote, putain, tu crois que je suis prêt, tu crois que je peux, truc, et les géants ils me regardaient, ils disent, oui, toi, t'inquiète pas, et ouais, mais t'es sûr, parce qu'en face, quand même, c'est solide. Et en fait, à partir du moment où je ne néglige pas, l'adversaire, après, moi, j'ai jamais négligé l'adversaire parce que à la base, j'ai jamais négligé les tournois. J'ai jamais pris le tournoi facile, en fait. Je suis jamais reparti faire 10 fois le championnat de France. Et ça aurait pu être même derrière une erreur parce que si au bout d'un moment tu crois que c'est acquis, c'est facile et tout, c'est là où tu peux faire des erreurs. Moi, j'ai toujours besoin d'aller chercher déjà un tournoi qui est dur et du coup qui te fait sortir tes tripes, en fait. Et du coup qui t'amène à douter. Et c'est pour ça que parfois je doute et ça. Et je me dis, ben voilà, là, le prochain ADCC, bon, maintenant j'ai 40 ans, j'ai beaucoup d'expérience. Mais si, par exemple, je l'approche avec une grosse prépa et qu'à la fin, j'ai un peu de doute les 2 jours d'avant et tout, mais il faut me laisser tranquille, en fait. Il faut me laisser un peu douter et tout. Et les gens autour qui me connaissent, en rigolant, ils vont dire, non, mais regardez-le demain sur le tapis, vous allez voir. Et alors que, mais attends, il y a des gens, ils avaient l'impression presque que j'allais pas le faire ou partir, ou truc. Non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup combattu. Et le lendemain, quand je monte sur le tapis, que j'ai fait la FIDA, le Grappler Quest, les pannes, etc., le lendemain, je mets un pied sur le tapis, c'est parti. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois, je peux me mettre la pression avec monsieur tout le monde, entre guillemets. Je peux mettre une pression, me dire putain, il est bon ici, là, parce que personne n'est mauvais. Mais par exemple, si demain on me met, je sais pas, un Matheus Diniz, un Santana, un Galvao et compagnie, eh ben je suis, je sais pas Ça si on dit que. transcende. Hein? L'objectif te transcende. Ouais. Et l'objectif te transcende. Est-ce qu'on peut dire que du coup, tu vas chercher un objectif d'autant plus grand et c'est ça vraiment qui te donne la force? Ben, ça me donne de la force et au moment clé, ça me déstresse en fait. Hmm. Je sais pas si c'est un lien, quand on dit dans les grands événements, on voit les grands sans m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai que parfois, quand j'ai fait des grands événements ou quand j'ai tourné avec des grands noms comme Barbosa, Gabo et compagnie, ben parfois, je suis moins stressé que de prendre un mec lambda. Parce que le mec lambda, tu as beaucoup moins de repères, beaucoup moins d'informations. Et par contre, quand tu prends un grand nom ou un grand tournoi, au moment d'assurer, ben, j'aime ça. J'aime ce moment. Attends, là, il faut assurer. J'aime ce truc-là, tu vois. Le prochain ADCC, j'y vais parce que, alors que je pourrais m'arrêter à 40 ans, numéro 1 budget, j'y vais parce qu'il n'est pas gagné d'avance. Et je sais que je Est-ce vais. que, est-ce que d'aller, parce que tu as beaucoup voyagé, tu as énormément voyagé à l'étranger pour tes entraînements, etc. Est-ce que d'aller tourner avec, comme tu l'as fait à un moment à Athos avec Galvao, est-ce que d'aller tourner en Thaïlande comme tu l'as fait avec Barbosa, est-ce que ça t'a réconforté sur ton niveau? Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que finalement, tu as humanisé ces mecs-là en se disant, bon, ils sont forts, mais ils sont accessibles, quoi, au final. Alors, les voyages que j'ai faits sont différents. Toutes mes premières années, bon, déjà, en premier, je dirais qu'une carrière sans avoir voyagé, c'est pas possible. Ok. Chaque voyage, c'est de l'enrichissement. C'est t'apprends des choses. Maintenant, tes bases sont ton club, ta racine. Tu peux vivre en France très bien et faire les choses. Je reprendrai un exemple en disant que quelqu'un qui voyage tout le temps, qui bouge tout le temps, sans racine, c'est pas bon. Mm. Et quelqu'un qui reste tout le temps à la maison, c'est pas bon aussi. Donc moi, je pense qu'il y a un équilibre à faire. Moi, je dissocie pas le sport et la vie en général. Moi, je pense qu'un bon équilibre, c'est comme avoir papa-maman, que ce soit toi ou que tu sois l'enfant. Ce que je veux dire, c'est que si on prend cet exemple-là, on va le comprendre assez simplement, les discours de est-ce qu'il faut changer de club. Moi, pour moi, il faut avoir un papa-maman, c'est-à-dire tes racines, tes bases, ton éducation. Par contre, on sait qu'à un certain âge, quand tu as un peu appris les bases et tous les fondamentaux avec tes parents, ben, ça s'appelle être un vieux garçon à un certain âge. Et si on prend l'exemple que tu restes jusqu'à 40 ans et que c'est un ami à toi, cette personne-là, tu vas savoir qu'il n'a rien appris de la vie, malheureusement, tu vois. Même ça va en devenir néfaste. Et si on prend l'exemple carrément inverse, quelqu'un qui voyage mais qui n'a pas eu de parents, ce qui est plus mon cas, ben, à un moment, ça manque aussi. Mm. Donc moi, je pense qu'il faut un
un bon club, une bonne base avec tes parents, entre guillemets, celui qui t'apprend les bases, qui te donne des valeurs, qui ne sont pas que juste les techniques, les techniques, les techniques. Bien sûr qu'à un moment, tes parents, comme une décennie après ou 2 décennies après, ils sont dépassés par l'informatique, par la nouvelle mode, par les trucs. Et voilà, mais comme un entraîneur peut être dépassé par les nouvelles choses. On l'a vu en boxe aussi, il y en a qui ne suivent pas les nouvelles tendances et tout, mais ça n'empêche pas qu'il y a les valeurs, il y a la confiance, il y a une relation qui sont très importantes. Et après, les voyages. Chaque voyage, moi, ma carrière sans mes voyages, je ne pense pas que j'aurais pris déjà autant de plaisir, que j'aurais appris, que j'aurais eu ce niveau, que j'aurais pas eu la rencontre avec Roberto Letton, qui a été un très gros déclic. Donc, Est-ce que c'était lui tes racines au final? Toi, ta fondation, ta racine, quelque part, même si vous ne travailliez pas ensemble toute l'année, mais l'endroit où tu te ressourçais, où tu retrouvais un guide qui disait, écoute, tu es dans la bonne direction ou pas, est-ce que c'était pas l'état? Toutes les premières années où j'avais besoin d'un guide, c'était lui. Je m'y retrouvais. Souvent, on dit, voilà, ça rentre dans le truc de psychologie, on cherche son propre miroir. C'est-à-dire que les tombes, ça m'a parlé parce que c'est ce que je cherchais aussi, ou que c'était la future étape qu'il me fallait. Moi, ça a été la rencontre. Et j'y étais 8 voyages au Brésil. Et j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai fait toutes mes bases et pas que technique et tout ça. Il m'a appris beaucoup de choses. Et il y a même des choses que j'ai compris beaucoup plus tard en grandissant, en fait. C'est quelqu'un de très riche, de très important, de très fort, et ça m'a beaucoup parlé. Après, voilà, mais j'ai fait les premières années au Brésil. Et je les referai parce que c'est ce qui m'a fondé. Mon état d'esprit plus bagarre que, on va dire, que trop carré, c'est le fight spirit et tout ça. Moi, je l'ai vraiment appris là-bas dans le dur, donc ça me parlait parce que moi, j'avais une enfance dure. Après, par contre, j'ai trouvé en nogi, hein, pas en MMA et en jiu-jitsu brésilien. Après, au bout d'un moment, tous les meilleurs Brésiliens sont partis aux États-Unis, et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé déjà parce que je commençais à être plus haut niveau. Et les derniers voyages, j'avais plus personne en opposition là-bas au Brésil. J'avais vraiment plus de problème. En tout cas, vers Rio, tout ça, j'avais plus d'opposition. Et tous les meilleurs partaient aux États-Unis. Donc, et en plus, aujourd'hui, businessment parlant, tout se fait aux États-Unis, donc tous les meilleurs sont là-bas. Donc la dynamique, les pôles compétiteurs avec les grosses compétitions, tout s'est retrouvé là-bas. Donc ensuite, j'ai plus été au Brésil, j'ai été aux États-Unis. Et là, par contre, on apprend la compétition. Là, c'est là peut-être vraiment où j'ai fait mes premiers entraînements comme de haut niveau, on va dire. Ça veut dire que sur un tapis, tu as 5-6 champions du monde actuels. Parce que c'était différent que d'apprendre au Brésil avec la racine. Au Brésil, ce qui était dur, c'était la mentalité, d'apprendre les vices, les pièges. C'était les années formatrices. Donc après, aujourd'hui, aujourd'hui, les États-Unis, tu as 2-3 pôles, tu as 2-3 endroits, je pense que ça vaut le coup d'y aller, à voir avec son préparateur physique, à quel moment y aller intelligemment, mais y aller en test match ou en période de développement de points forts, tu vois, et faire des repères. Moi, personnellement, peut-être pas au dernier moment avant la compétition, tu vois, mais peut-être, tu vois, entre 2 et 3 mois avant, on va dire en PPA, là où tu commences à orienter tes points forts sans rentrer dans la spécificité parce que sinon l'intensité est trop haute. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que parfois, peut-être que les 4-5 dernières semaines, peut-être rester sur de la prépa physique plus que trop de combats parce qu'on y met trop d'intensité, on peut se griller au niveau de l'envie et plein de choses. Et les États-Unis peuvent être très, 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 très bons, contrairement à tous les gens. Mais après, là, c'est une question d'argent et d'occasion. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas au Monde, il y en a, ils vont 2-3 semaines avant au Monde et ils s'entraînent là-bas. Moi, je trouve que c'est pas le mieux, mais il faut avoir les moyens pour, hein, et le mode de vie pour. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est d'y aller 2-3 mois avant et t'arrêter quasiment le dernier mois avant. Et le dernier mois, tu fais qu'une séance ou deux et avec des mecs que tu règles et à la limite avec un préparateur physique, tu vois, qui te maintient, mais zéro risque de blessure, zéro risque de t'épuiser parce que le niveau est tellement fort que mentalement, c'est plus dur les entraînements que les combats, quoi. C'est plus dur que ce que tu auras à la compétition, quoi. Ben oui, parce que la compétition, tu vas avoir quoi? 3 matchs. Le World, tu as 2 matchs, le lendemain, 2 matchs sur 2 jours. 2 fois 10. Sur le tapis, par exemple, quand j'étais chez Atos, tu as Barbosa, Galvao, Duarte, et ainsi de suite. Tu les prends tous d'affilée, 10 minutes, tous d'affilée, avec 2 minutes de pause, tous d'affilée, 10 minutes. À un moment, tu dis, c'est bien vos tournois, c'est le cas d'entraînement qui est beaucoup plus dur. Tu n'as pas de récup, l'intensité est la même, tu as des mecs parfois qui sont plus expérimentés que les mecs que tu vas prendre, en tout cas peut-être au premier tour du World, tu vois. Donc attention au bon moment. Par contre, vraiment, c'est la haute performance. C'est les États-Unis pour moi aujourd'hui parce qu'en plus, ça rentre dans le trop sujet et tu vas t'y connaître plus que moi, mais c'est une culture de préparation physique. C'est une culture de spectacle, c'est une culture d'événements de haut niveau. Donc, ils savent l'approcher, ils ont la mentalité, ils sont relax, mais à la fois, ils savent s'entraîner, bon, plein de choses. Donc, les États-Unis, c'est vraiment important sur ça. Et après, le parti du voyage que j'ai fait en Thaïlande, je l'ai fait pour X raisons, parce que j'ai eu un problème dans une salle que j'avais, j'ai eu un incendie, donc j'avais plus trop de moyens, j'avais tout perdu sur un incendie, et du coup, c'est un ami à moi, Thierry Picard, qui m'a vraiment
sortie de, on va dire, poussée de sortie des cendres parce que j'ai eu un incendie sur la salle pendant des travaux et il m'a dit reste pas là Thomas, il m'a donné un coup de pouce, il m'a dit pars t'entraîner où est-ce que c'est le moins cher et il m'a donné un coup de main. Et je suis parti du coup dans un endroit où c'était pas cher de vivre parce que j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai été là-bas et j'ai fait beaucoup de prépa, mais en fait c'est vrai que quand même tu t'entraînes, c'est la plage, c'est le soleil, il n'y a pas trop de jujis, donc tu fais quand même des entraînements cool, mais voilà, peut-être en hors-saison, la Thaïlande, c'est fabuleux. Je pense Pas mal de bons lutteurs, non? Pas mal de bons lutteurs. De bons lutteurs, ouais. Mais en fait, après, tu vois, les entraînements, tu as une demi-heure, tu as 2 entraînements d'une heure, par exemple, au Tiger Muay Thai, qui sont très bien. C'est que du sparring, mais tu as 2 entraînements par semaine. Et c'est 2 entraînements de 1 heure et quart, pas plus. Et sur les 1 heure et quart, tu as 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de technique, et donc tu as 30 minutes de sparring. Donc, tu as 30 minutes de sparring 2 fois par semaine. Donc, c'est pas beaucoup. Par contre, tu as des attitudes de lutteur, tu as des bons lutteurs en face et tout. Donc, tu arrives à te faire 2 fois par semaine, 2-3 rounds bien en lutte, tu vois. Mais pas plus. C'est quoi l'importance, Thomas, c'est quoi l'importance de la lutte dans le no-gi aujourd'hui? À quel point c'est important d'être bon lutteur? Ben, je pense que déjà, là, on rentrerait sur un sujet qui fait que Kim et sans Kim, déjà, c'est tout un monde. Kim, on se tient. Le sans Kim, il n'y a pas, on ne se tient pas. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un Kim pour être saisi, ça veut dire qu'obligatoirement, tu as des espaces, tu as les mouvements, tu as la dynamique de mouvement qui est complètement différente. Quand on te saisit, ben, faut accepter, il faut travailler là où tu es. Mais si on comparait la lutte et le judo, voilà, c'est complètement différent. On le voit, la notion de, par exemple, le avant en arrière, en haut en bas, en lutte est complètement différent du judo. Parce qu'il y a le ki, mais on te saisit. Une fois qu'il est saisi, c'est parti. Mais alors que nous, non. Donc, quelqu'un qui. La lutte est très importante en nogi, bien sûr, parce que si le mec ne te saisit pas, et c'est très compliqué de saisir quelqu'un qui n'a pas de kimono s'il n'accepte pas. Maintenant, il y a eu toutes les premières années où les gens disaient, et moi j'ai toujours été en opposition pour ce débat-là, et aujourd'hui ça change. Ouais, mais on enlève la veste, et c'est pareil. Oui, mais on le sait tout ça. C'était 10 ans de jiu-jitsu brésilien par des mecs qui faisaient du jiu-jitsu brésilien, qui enlevaient la veste et qui avaient une attitude de jiu-jitsu brésilien, en fait. Mais en fait, ils faisaient la même chose. Et c'est là où moi je jouais à un jeu, c'est que je les emmerde parce que en fait, tu vois, la distance où tu tiens le kimono, tu es là, mais moi je suis 5 cm après. Et il n'y a pas le kimono. Donc les mecs ils sont frustrés parce que c'est pas la même distance. C'est comme si tu fais de la boxe anglaise et du pied-point. Ben, la distance de l'anglaise, des points, c'est une distance. 10 cm plus loin, les mecs de pied-point, ils sont 10 cm plus loin parce qu'il y a les pieds. Donc ce ne serait pas la même. Et déjà, ça change tout. Donc, la dynamique de mouvement, la gérance de l'espace, les décalages, les pivots, les angles, sans kimono, sont prioritaires. Ils y sont en kim, tu ne peux pas dire le contraire, mais ils sont secondaires. Les leviers, les aspirations sont de suite prioritaires par contre. Alors que nous, ce n'est pas en premier, un levier ou une aspiration, parce qu'il faut déjà que tu me saisisses, c'est secondaire. C'est une fois saisi. Donc, c'est là où tout change. La distance, la dynamique. Un exemple, couper l'action. Par exemple, un mec en boxe qui a distance, il va apprendre des jabs d'arrêt, il va apprendre à pivoter, il va apprendre à reculer, il va apprendre à sortir le cadrage des cordes et tout ça. C'est cet espace et cette distance qui est très important en nogi. Eh ben, je vais exagérer un autre exemple, mais c'est comme tu ne l'aurais pas du tout dans un clinch de boxe thaï. C'est-à-dire saisi au corps à corps et complètement saisi. Bon, là, tu ne vas pas pouvoir sortir, faire des pivots, tu vois, et la géance. Donc, c'est un peu, on va dire, la même chose. Tu as des choses qui sont complètement prioritaires. Et moi, c'est là où je dis, c'est là où on revient sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est là où moi, les techniques, du coup, j'en utilise pas beaucoup parce que je suis de suite dans ces détails-là, sur ces fondamentaux, sur la distance, sur le mouvement, sur couper l'action quand il vient, un décalage que tu, ça remettre le pressing quand il faut y aller. Ces dynamiques de mouvement sont complètement spécifiques dans le Nogi. Ouais. Donc là, on va parler très concret. Je suis pratiquant de JJB, je suis pratiquant de grappling. J'ai envie d'atteindre le haut niveau. À quel point j'ai besoin de passer du temps sur Internet à regarder les nouvelles techniques, à apprendre plein de techniques, à quel point j'ai besoin d'enrichir mon arsenal technique pour arriver au haut niveau. Puisqu'on parle de technique depuis tout à l'heure, dans quelle mesure je dois enrichir mon répertoire technique et à quel moment je dois peut-être arrêter
de vouloir ajouter une nouvelle technique et plutôt me concentrer sur ce que je fais déjà et comment je le fais et à quel moment je le fais et quelle prise de décision je prends par rapport à la réaction de l'adversaire, par rapport à la distance, par rapport à sa psychologie, etc. etc. Ben, je découperais manière de parler, je n'ai pas trop réfléchi, j'en avais déjà parlé une fois, mais je découperais ça en plusieurs étapes. On va dire comment en préparation physique, par exemple, tu aurais de la PPG générale, après de la PPA, où tu rentres dans un autre domaine, et la PPS spécifique approche combat. Mais je pense que si sur une carrière, il faut savoir la couper, de comprendre qu'il y a des cycles de la même manière. C'est-à-dire que les premières années, je pense qu'il faut que tu emmagasines un maximum, même que tu sois fan, c'est-à-dire même que même souvent, les premières années, on est très fan. D'ailleurs, on aime quelqu'un, le mimétisme. Mais on le voit quand on est papa. D'ailleurs, les enfants font beaucoup de mimétisme des gens qu'ils aiment. Ça n'empêchera pas qu'il y aura un âge, quelques années plus tard, ils vont être dans l'opposition, même avec son père et sa mère, quoi. Mais je pense que les premières années, il faut prendre. Et non avoir un sale caractère. Un mauvais caractère, pas ça. Mais tu vois, il y a des jeunes, parfois, je vois, ils ont un mauvais caractère. C'est quoi? Un mauvais caractère, c'est quoi? Eh bien, à la fois, c'est très bon un caractère dur et compagnie, mais le caractère fermé qui ne cherche pas à apprendre dans une période justement là où il faut apprendre, il faut se taire en fait. Par contre, c'est vrai que le mec qui apprendrait trop étudiant, mais qui ne saurait pas un peu s'opposer, avoir son opinion, quoi dire et tout ça, peut-être qu'il ne devient pas un grand champion. Parce qu'à un moment, il faut aussi avoir une prise de position, de caractère et tout ça. Mais c'est là où c'est délicat, il faut savoir, et c'est là où un coach a un rôle, je pense. C'est-à-dire qu'il faudra trouver le mec pas trop emmerdant et si tu peux rien faire avec lui, ça sert à rien. Mais le mec, il a quand même un truc à lui qui lui appartient, mais toi, tu lui amènes l'équilibre avec, tu vois, le raisonnable, le sérieux, le réfléchi, ainsi de suite, tu vois, le recul et tout ce que tu veux. Et donc, si je reviens sur le sujet, ça serait que les premières années, je pense qu'il faut pas se fermer, en fait. Il faut s'ouvrir. Il faut rencontrer le prof, même si ce n'est pas le meilleur au monde, celui qui te donne envie, celui qui te donne des techniques qui te correspondent, qui te fait voilà, le maximum à magasiner. Donc les vidéos, oui, beaucoup au début, beaucoup, prends tout. Tu verras qu'il y a 6 mois, tu aimeras le dessous, 6 mois après, tu n'aimeras que le dessus, après tu feras des triangles pendant 3 mois, après tu enregistres. Fais tout, c'est pas le problème. Vidéo, bouquin, tout. Là, tu dois être, les premières années, je pense, je sais pas, 1, 2, 3 années, dans une bibliothèque. Tu prends tout. Ensuite, je pense qu'on va passer dans une deuxième phase où il faut que tu as compris le niveau dans lequel tu es, tu commences à finir les choses sérieuses et tu commences à faire le tri. Bon, voilà, j'ai essayé tout, mais là, ça ne me va pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça me va très bien, ça marche en entraînement, mais ça marche pas en compétition, ainsi de suite. Voilà, ça, c'est bien pour un grand, ça, c'est bien contre un gros, ça, c'est pas bien contre un tel. Et là, on va rentrer en deuxième phase, je pense, à la recherche sur soi-même, qui est très importante. Et c'est peut-être là qu'on va commencer à rentrer un peu en opposition, vu qu'il y a on va résumer tout ça, une sélectivité en second temps. Mais je pense que tu es toujours quand même à moitié en train de rechercher, continuer à prendre un peu tout, mais tu es en train de faire le tri. C'est-à-dire que ça mange. Et après, je pense que, comme en PPS, hein, à la fin, tu n'apprends plus, tu as trié, on n'est plus dans tout ça, tu n'as plus rien à essayer, tu n'as plus rien à bricoler, tu connais ton jeu, tu sais ce qui te va, ce qui ne te va pas, ce qui va aller sur lui, ce qui ne va pas, et en plus, il faut tenir une stratégie. Donc moi, je prendrais, pour même ceux qui ne sont pas préparateurs physiques, je pense qu'il faut beaucoup apprendre. Moi, par exemple, cette année, j'ai beaucoup appris à tes côtés. J'ai vu, même en sortant de la prépa, ce que j'ai fait de bien et pas bien moi, et sur le camp, j'ai vu avec Baptiste Ami derrière aussi pareil et tout. Et j'ai beaucoup mûri parce qu'au contact de coach, tu t'aperçois ce qu'il faut te trouver l'équilibre. Par contre, moi, je pense que je suis atypique, donc j'ai des choses que j'ai en moi, des décisions de combat, des manières de faire atypiques, et que des mecs parfois un peu trop bouquins ou pas tout ça vont dire qu'est-ce qu'il fait, je ne comprends pas, mais c'est ça qui va faire que je fais la différence. Par contre, j'ai trouvé vraiment le sommet et vraiment exploité le haut niveau quand j'ai su observer et un petit peu en tout cas, quand je te posais des questions, quand j'appelais aussi Rémi, quand j'appelais Baptiste, et je faisais le tour entre vous deux, vous trois, et je posais les mêmes questions, mais le fait de au moins m'intéresser à vous, en fait, de m'intéresser à des choses qui se font normales, et ça m'équilibrait mon côté atypique, et je me référais à des choses, voilà, et plus aller vers ça, plus j'ai trouvé un équilibre. Tu me dis de faire ça, je le fais, ok. Mais parfois, je faisais mon petit truc. Mais c'est énorme, parce que ce que tu dis, c'est que tu es arrivé au plus haut niveau, tu es arrivé numéro 1 mondial, mais tu n'avais pas de coach de grappling avec toi.
et tu n'as même pas été vraiment chercher dans le grappling les infos, tu as été les chercher ailleurs. Moi, j'ai beaucoup appris avec la boxe anglaise. Et là, dernièrement, ce que j'expliquais pour que les gens comprennent, j'ai même beaucoup appris et que mon grappling est devenu meilleur parce qu'en fait, j'ai observé les préparateurs physiques que j'avais à ce moment-là. Comme je n'avais pas d'élèves, pas de coach, ce que je veux dire, et bien la dernière année, si je suis arrivé à gagner ce que j'ai fait, il y a eu beaucoup de stratégies et tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu toi pendant un certain moment. J'ai eu derrière suivi Baptiste. J'ai eu Rémi aussi un petit en conseil. J'ai eu 2-3 référents qui sont des préparateurs physiques et kinés, on va dire. Et j'avais, c'est plus les premières années où je dois apprendre les techniques et tout. Donc, et c'est ça qui m'a permis au-delà même du titre que j'ai gagné, ce qu'il faut regarder, c'est que j'ai fait 32 combats, 31 victoires, pas une blessure grave. J'ai commencé même le tournoi, le classement mondial, en étant blessé au départ. Avant, les années d'avant, quand j'étais, je me blessais un combat sur deux. Parfois, les tournois, j'en faisais pas parce que je me blessais chaque fois souvent avant, parce que si et là. Là, j'ai fait 32 combats, 23 tournois en 6 mois. Et pourquoi? Parce que je me suis beaucoup référé à des préparateurs physiques et ça me bridait en fait, ça me canalisait dans mon truc à moi où j'aurais peut-être lâché un peu trop les chevaux ou fait des erreurs en fait. Donc j'ai beaucoup appris c'est par la boxe anglaise et incroyable. par la préparation physique. Le projet était fou. Enfin, 32 combats en 6 mois, tu voyageais, t'as fait, les gens se rendent pas compte, mais t'as fait, c'est incroyable. Tu prends l'avion tout seul, tu vas à Orlando, tu arrives là-bas, tu es tout seul, le lendemain tu combats, le surlendemain tu reprends un avion, tu vas je sais plus où, je me rappelle, tu m'as envoyé un message, tu me dis là je suis à Orlando, je suis à l'aéroport, je viens d'arriver, et, à New York. demain je repars pour Chicago. Et tu arrives là-bas et tu combats encore une fois tout seul. C'est-à-dire que l'attente dans l'hôtel, tu es tout seul, l'air d'échauffement, tu es tout seul, tu combats, tu n'as même pas quelqu'un avec qui partager cette victoire. C'est-à-dire que c'est beau, tu as fait un exploit, mais les gens ne se rendent pas compte du sacrifice qu'il y a derrière, des conditions. C'est-à-dire que tu finis le combat, tu n'as même pas ton coach ou un ami avec qui dire waouh, j'ai gagné le tournoi, viens, on va se faire un petit McDo pour célébrer ça. Il y a même pas ça. Donc c'est vraiment cet projet, c'est dans ta tête. Comme c'était pas un tournoi, c'était pas grave que j'avais pas de quoi fêter, mais c'est difficile quand même. Hein. Mais comme c'était pas un tournoi, mais des tournois, j'étais déjà projeté sur la semaine d'après en fait. Moi, quand je combattais, quand j'arrivais, il fallait pas que je me blesse en fait. C'est là où la perf, les gens se rendent pas compte. Mais tu vois, je vais en parler 2 minutes. Le challenge que j'ai fait l'année dernière, il est complètement différent de s'entraîner, faire un tournoi et de combattre. Je commence, je sais que j'ai un calendrier et je combats tous les week-ends. C'est-à-dire quand je monte sur le tapis, il ne faut pas que je me blesse. Et je ne parle même pas d'une blessure grave, une demi-blessure. Parce que si je sors out pendant 3 semaines de quoi que ce soit, je ne mets pas tant de points. Donc ça veut dire que mon objectif de rêve, il tombe à l'eau. Alors que juste avant, j'avais ma qualif ADCC qui était tombée à l'eau. Donc je voulais surtout pas qu'encore un truc tombe à l'eau. Et là, le truc, c'est complètement fou. Je choisis de faire 23 tournois d'affilée. Donc, tu te dis, sur le papier, tu te dis, comment tu vas faire pour ne pas te blesser, Thomas? Tu t'es blessé très souvent avant. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça que dans l'exemple, comment la manière d'apprendre tout à l'heure, j'ai pris d'une manière presque de préparation physique. Et c'est même intéressant, je pense, pour les jeunes à le comprendre, à aller apprendre avec les préparateurs physiques. Parce que si la manière d'apprendre les techniques, eh bien, les premières années, tu apprends, ensuite tu sélectionnes, et en fait, tu fais à la fin que les dernières années, quand tu as un black belt, on ne bricole plus. C'est que du détail, que de la stratégie. Et je pense que, tu vois, c'est ce qui m'a fait gagner l'IBJJF. J'avais de la lutte dans un domaine de jiu-jitsu brésilien, donc l'antipode, et j'ai su le jouer. Et 2, j'ai su être encadré par des préparateurs physiques et ainsi de suite. Et à ce moment-là, en PPS, ça serait avant le combat. Mais si on te dit, pendant le combat et entre tous les combats, qu'est-ce qui est l'élément clé? La récupération. Donc, je n'étais même plus dans la PPS. J'étais comme une équipe de football que dans la récupération. Donc, il faut savoir que les 6 mois, je n'étais pas en train de me dire, je vais combattre, il faut que je sois plus fort et tout. D'ailleurs, on faisait que me dire, Thomas, calme-toi, parce que j'avais l'impression de ne pas m'entraîner. Et c'est très dur, quand tu es combattant, de te dire, il ne faut pas que je m'entraîne, sinon je vais perdre. Mais tu dis, mais non, il faut que je m'entraîne, sinon je ne vais pas gagner. Et non, Thomas, il faut que tu récupères. Et en fait, je m'ai aperçu que j'ai passé 15 ans d'années de vie à tout le temps être dans la hors zone de confort. Et là, pour la première fois de ma vie, on me dit non, stop. Et là, c'est les préparateurs physiques qui m'ont compris que là, il faut que tu y ailles, là, il faut que tu t'arrêtes, là, il faut que tu récupères, là, tu reviens. Et en fait, le challenge, je passe 6 mois hors zone de confort, plus de la moitié du temps, en fait. Parce que l'avion, le jet lag, tout seul, faut savoir que c'est moi qui réserve mes hôtels, c'est moi qui réserve les transports, Google, le ci, le là, l'inscription, Le stress, il est systémique. Souvent,
tout le les temps. gens mesurent le stress que le stress de l'entraînement. Mais le stress, c'est le voyage, comme tu dis, c'est mal dormir, Oui. c'est être stressé parce que le combat arrive. Et ça, c'est un stress qui épuise les réserves. Chercher les sponsors et pas être dans la démarche, ah, c'est cher, comment je vais faire, mais je vais pas le faire. Non, 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 moi j'ai un rêve, je veux y aller. Il faut que je trouve qui, quoi, qui peut. J'avais des gens autour de moi, est-ce que tu connais personne, est-ce que si, truc. Voilà, et chaque victoire, en fait, a amené quelqu'un qui rentrait dans le projet, qui dit, ah putain, tu gagnes, c'est bien, tu es déterminé, tu lâches pas. Et en fait, les sponsors sont arrivés et ont cru au projet en même temps, en même temps, pas avant. Hein, et ça, c'était fatigant, c'était très usant au niveau psychologique. Je pars, je combats en face, je vois du niveau quand même mondial, hein, c'est des black belts adultes déjà, donc ça découpe. C'est ce que je dis souvent, même déjà en violet, en IBGF, ça découpe. Hein. Donc là, c'est du black belt adulte. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de combats par 4, parce que c'est du black belt adulte. C'est-à-dire que n'importe qui, c'est fort, c'est expérimenté, c'est stratégique, c'est aux États-Unis, c'est au Brésil, j'ai combattu partout. Hein. Et sur 23 tournois, j'en ai fait 16 ou 17 tout seul. Tout seul. Tu gagnes. Il faut savoir que même si tu ne fais pas beaucoup de tournois, que tu en fais de combats, que tu en fais 1, 2 ou 3 dans la journée, le lendemain, tu es fatigué. Même un combat. Hein. Parfois, j'arrivais, j'ai fait un combat, je rentrais, j'étais mort parce que tu as tout qui redescend, parce que tu prends l'avion, parce que tu pars, parce que tu vas aux États-Unis, parce que tu prends après le Uber, après tu vas loger, Parce tu qu'il en passes. reste 15 autres aussi. Tu as un Hein, stress anticipatoire, parce qu'il en reste 15 autres de tournois. 15 Donc, tu as un autres. stress anticipatoire. Et même si tu gères super bien, il t'en reste, je sais pas, t'arrives, t'en as fait 5, il t'en reste combien? Et tu dis, putain, j'en ai fait 5, il m'en reste 17. Tu te dis, waouh, ça va être très compliqué, ça va être très fatigant, ça va être. Et déjà, au bout de 3 tournois d'affilée, 3 week-ends, hein, 3 week-ends d'affilée à combattre, déjà, je me dis, mais je suis cramé, je suis fatigué, surtout nerveusement, l'influx, les voyages, le jet lag, seul, repartir. Il faut savoir que souvent, j'étais à peine bien le jeudi. Et le vendredi, c'était jour quasiment juste de réactivation parce que non, je ne sais plus qu'est-ce qu'il me faisait faire, mais en gros, je recommençais à me sentir à peu près bien le jeudi, mais le vendredi, je prenais l'avion pour aller combattre. Quoi. Et à peine finalement, et je repartais, je recombattais, je rentrais épuisé, je récup, réactivation, régénération, on réactive le lactique, on remonte un petit peu, on récupère et on reprend l'avion et on repart. 23 tournois d'affilée comme ça. Alors, j'en pouvais plus. Mentalement, Thomas, qu'est-ce qui t'a permis Parce que souvent, voilà, c'est ça l'image qu'on a. Tu vois, t'es un grand gaillard, t'es costaud, t'es fort, t'es un champion. Et on se dit, OK, pour lui, c'est facile, c'est déjà le champion. Mais c'est pas déjà le champion parce qu'à chaque nouveau combat, c'est comme si tu remettais ton titre de champion en jeu. Qu'est-ce qui mentalement t'a permis d'aller au bout de ce rêve, d'aller au bout de ce projet? Ben, de m'être blessé à la DCC et de m'être senti à moitié prêt pendant la prépa et de me dire tu peux pas t'arrêter sur ça. Tu as été en Thaïlande, ça a été bien parce que tu as rebondi après un incendie que tu as eu personnellement. Tu es revenu à Paris, j'ai été pris par toi en main, ça m'a fait du bien, ça m'a fait le choc, comme dire allez. En fait, à ce moment-là, c'était Thomas, tu viens d'avoir ton truc. Soit tu repars ou soit tu t'arrêtes. Voilà. Tu as eu la blessure, c'est pas une blessure grave en soi, mais c'est vrai que j'ai eu quand même 3 semaines, on va dire, off. Et je Et crois puis, que un mois et demi. les gens ne savent pas, mais c'est une blessure, c'est tout bête, quoi. On est sur un des derniers entraînements avant la DCC, et puis sur une phase de fin de sparring, il me semble sur une demi-garde ou quelque chose comme ça. Ouais, oui, il a T'as fermé une main à l'intérieur, elle a rotule ça. par. Donc c'était vraiment que c'était la fatigue, c'était même je pense que même émotionnellement, je pense qu'il faut que je gère la DCC différemment parce que peut-être que tu vois, j'en faisais un peu trop les allers-retours entre Paris, les ci, les là et tout et que la perte de poids peut-être ça a joué parce que j'étais un peu trop lourd ainsi de suite, bon, il y a plein d'éléments. Mais par contre voilà, c'est le chemin comme quoi la vie est bien faite parce que du coup j'ai su réagir et prendre une décision derrière et derrière je pars sur un projet qui est encore plus entre guillemets gros sur le volume de travail et la prise de risque parce qu'elle est énorme et en fait du coup cette année ça m'a mené déjà un grand titre même pour la France, pour l'Europe et tout ça et beaucoup d'expérience qui va peut-être j'espère m'aider pour les prochaines qualifs ADCC mais par contre ouais c'était complètement différent ce challenge, tous les week-ends combattre. Là, c'est même plus de la préparation avant, c'est de la régénération entre les week-ends. 96 ou 97 décollages d'avion entre la prépa en Thaïlande, la préparation pour la DCC et tous les tournois IBJF et les prépas et tout. J'ai fait quasiment 96 ou 97 décollages d'avion. Décollage dans l'année. Il
faut savoir qu'à la fin, je voulais même plus prendre l'avion en fait. C'était même pas combattre, je voulais même plus prendre l'avion, même plus. C'était, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. C'est J'étais normal. seul, presque, et presque la solitude d'être seul en tournoi me faisait du bien parce que moi je récupérais, je dormais, j'avais du silence et tout. Mais il y avait des choses qui sont arrivées, par exemple à savoir, qui est rigolo. Tellement je voyageais, je rentrais en France. À un moment, je me suis entraîné, j'ai fait 5-6 entraînements à Nice. Je repartais. Alors, j'entendais français, après anglais, mais si tu fais une escale à Londres, c'est un anglais d'Angleterre. Tu vois, tu arrives aux États-Unis, c'est un anglais américain. Et selon les États, c'est pas le même accent. Tu rentres en France, la semaine d'après, je combats à Madrid. Madrid, espagnol. Tu reviens, la semaine d'après, tu es à Lisbonne, portugais. Après, tu reviens la semaine, tu pars en Irlande. Au bout d'un moment, c'est vraiment la spécifique au projet. Je mettais un casque de Walkman et je me mettais du rap français. Pourquoi? Parce que je voulais plus entendre autre chose que du français, en fait, par exemple. Parce que ça m'épuisait, ça me Ouais, fatiguait. ouais. Je suis déjà arrivé, et même moi, hein, si je suis le mec à côté, je dis, mais il est débile, lui, ou quoi? Parfois, il y a des gens qui m'ont parlé, et c'est pas que je m'énervais, c'est que je ne parlais plus. Je répondais plus, j'en pouvais plus. Ils me parlaient en anglais ou en siala, j'ai regardé, j'ai fait, je ne pouvais plus. Parce que c'était pas les mêmes accents, les mêmes langues. Après, je suis allé en Australie. Par exemple, quand j'ai fait Rome, je combat, je fais champion d'Europe, je me blesse. En finale contre le lourd, en sortant du combat, que je vois que je me blesse dans le combat, je ne le sens pas, c'est après. Je ne bouge pas le bras de 2 cm. Je ne bouge pas le bras de 2 cm. Le lendemain matin, je décolle pour l'Australie. Je te laisse savourer les 18 heures ou 24 heures de je ne sais pas quoi de vol. Le bras, je ne le bouge pas de 2 cm. Tu sais même plus tes temps de vol, les destinations, les arrivées, les départs. J'arrive. Thomas, j'aimerais qu'on revienne sur une chose. Euh, Ton dernier tournoi à Paris, ça te tenait à cœur. Donc, tu fais le tour du monde. T'es numéro un mondial déjà. C'est déjà clôturé. Tu vas Ouais, faire numéro un mondial. Et tu reviens à Paris et c'est le dernier tournoi de ta saison. Tu veux le faire parce que tu veux combattre devant ton public parisien. Mais en parallèle, tu t'es blessé et tu veux pas non plus, on va pas dire gâcher, mais entre guillemets gâcher ce titre en perdant à domicile alors que tu as gagné partout dans le monde. Et donc il y a une grosse pression et tu y vas et tu affrontes un combattant de l'UFC qui est un super grappleur, qui est très physique en plus. Euh, euh, Raconte-moi un petit peu ça, comment ça s'est passé. Alors, ça a été une décision qui n'a pas été facile. Je pense même que je t'ai écrit, j'ai demandé à deux, Ouais, trois personnes, donc j'ai dû tout demander. Et la veille, on va dire, sur le projet, je n'ai pas de risque à prendre. Je venais d'acquérir la place numéro 1 mondial. Il y avait très très peu de chances que Rafi Gaev, le numéro 2 mondial, me rattrape. Il fallait qu'il fasse les 3-4 derniers tournois avec Selou. Il n'y avait pas. Il fallait qu'il fasse un doublé à tout. Il fallait qu'il gagne tout. Et encore moins, il fallait que je perde. Donc c'était quasiment 90% de chances que c'était acquis, quoi. Mais comme j'avais commencé à Paris, là, c'était même plus le tournoi, le challenge en soi, parce que j'ai tout à perdre en fait quand je gagne. Et sans critiquer, parce que justement, je veux que les choses bougent. Mais je me rends compte que déjà, la France, il y a quand même au lieu d'être dans les débats et dans les problèmes et tout, moi, je veux montrer mon exemple. Et par exemple, il faut savoir que sur le dernier à Paris, ben, il n'y avait que moi de Français qui étaient inscrits. Et le premier, il y avait que Samuel Monin, mais il n'a pas pu le faire en Nogi, il avait fait en Kim, je crois qu'il avait perdu. NJ. Ouais, et il y avait Kenji, donc on se retrouvait Kenji et moi. Les seuls Français Black Belt adultes en Nogi. Oui, ok, c'est une fédé du jiu brésilien et tout, mais les gars, c'est la meilleure fédé qui est. C'est mieux que certains autres matchs, même si c'est du grappling. Dans la fédé du jiu brésilien, c'est la même chose. Donc, il faut savoir, un jour, on enlève le Kim et c'est pareil ou c'est pas pareil, tu vois. Et là, je me rends compte que je fais le tournoi, déjà, je vois aucun Français. Je dis, c'est grave, tu vois. Et moi, je voulais me montrer, je sais pas si c'est par fierté, c'est vraiment dans le sens positif de les gens, il faut y aller, les gars. J'ai 40 ans. Alors, les mecs, quand ils veulent, les combats, ils sont durs, mais moi, j'ai 40 ans, je suis en back adulte, je sors du championnat d'Europe, 2 KT au-dessus, quand même. Donc, déjà, va le gagner, le championnat d'Europe Black Belt adulte, c'est quand même, faut aller le chercher, même dans ta 4, c'est performance. Ah, Moi, vous êtes deux, tu l'as dit. Vous êtes deux à l'avoir gagné. Black ouais, Belt, vous êtes deux. Anthony de Oliveira, qui est un voilà, grappleur hors pair, qui gagne tout sur le circuit très fort. Fila et Newaza. Ouais, Et toi, vous êtes deux. ouais. Et moi, je vais le chercher en plus 2 KT au-dessus. Donc, j'ai rien à gagner après. Et je me blesse. Mais je me dis, il faut montrer aux Français qu'il faut y aller, en fait. Et surtout chez soi. C'est pas possible. L'Open de Paris en France, il n'y a pas de black belt inscrit. Il faut y aller. Donc après, moi, je vois qu'il y a un mec, Tom Breeze. Et bon, là, il y a autre chose. C'est un mec de l'UFC.
Donc je me dis, c'est bien, c'est quand même le coup médiatique et tout ça. Mais sans vraiment trop critiquer, je me retrouve dans un tabou qui fait que la France est des bons combattants et tout, mais au niveau de la mentalité, pour une partie de gens, ils ne souhaitent pas forcément la réussite de certains Français, en fait. Et moi, je me retrouve, si on regarde la vidéo, et là c'est un constat, hein, il y a des mecs qui m'encouragent, mais ils sont trois dans la salle, en fait. Je ne dis pas que tous les autres critiquent ou quoi que ce soit, mais les autres, ils observent, en fait. Et là-dedans, tu as la moitié qui attendent que je perde presque, pour dire, tu vois, le numéro mondial, mais ça. Il y a des gens, faut savoir que je suis blessé, j'ai combattu infiltration, je suis parti au Mexique, j'en pouvais plus, Nico. J'étais sur les rotules, c'était même pas, tu vois, de Moi, je tournoi sais en parce tournoi, que de tu me tournoi en l'as dit. tournoi. Comme tu dis, tu m'as appelé la veille en me disant, Nico, est-ce que je le fais ou pas? Moi, je me souviens t'avoir dit, Thomas, tu le fais si tu as envie de le faire, tu le fais pas. Tu l'as acquis ta place, tu l'as Ouais. pas volé, tes points, tu les as marqués. Et donc, je me lève le lendemain matin, et forcément, les compétitions, ça démarre tôt. Et je te dis alors, et tu me dis, bah ça y est, j'y suis. Et puis après, tu as gagné le match, etc. Mais, Ouais, euh, mais, mais oui, je savais que tu étais blessé, je savais qu'il y avait cette pression. Et je sais que tu es attendu au tournant parce que malgré tout, on a encore cette mentalité, pas pour tous les Français, mais pour certains Français, comme si Thomas il perd, ça me rassure par ouais. rapport à mon niveau quelque part. Et moi, c'est pas Au ça lieu qui de me m'emmerdait, dire, tu vois. Ce sujet-là, pour moi, n'est pas une place importante, mais comme je me sentais diminué, un, par la blessure, deux, je venais de sortir 22 tournois dans les pattes. Ça veut dire que, hum, Nico, j'ai combattu, j'étais à 50%, j'étais cuit. hum, hum. L'échauffement, j'ai même pas, j'ai fait un quart de dixième d'échauffement avec quelqu'un. Le bras blessé, je peux pas le faire. Un truc, hop, laisse tomber, je suis mort. Je suis fatigué, j'avais même plus d'envie pour m'échauffer, rien. Et je sais que je pars un mec, et d'un côté, le seul truc qui me rassure, c'est le mec du UFC. Allez, j'ai un mec à prendre, c'est un kiff et tout. Nordin Taleb, j'ai eu les eu, il m'avait dit attention, Thomas, ne le sous-estime pas. Il est fort. Il est Il est fort, Tom physique, c'est Brady. un mec de l'UFC, donc il met du rythme. Il m'a dit c'est un mec qui s'entraînait chez Renzo Grassi avec Black Gordon Ryan Belt, et avec compagnie. Air, Ouais, sa etc. mère et Ouais. Gordon Ryan, toute équipe pendant plusieurs mois. Attention, il cherche à prendre le dos, il cherche à. Attention, il m'a dit Thomas. Il m'a dit techniquement, en expérience, t'es au-dessus. Mais par contre, attention, ne le sous-estime surtout pas. Il est physique, ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le combat. On ne le voit pas, la blessure, mais normalement, je ne monte même pas le bras gauche à l'échauffement, hein. Et au combat, ben, je le monte parce qu'avec l'adrénaline, tu ne le sens pas. Mais par contre, tu vois, j'ai mis sur le combat de 10 minutes, je fais 5 minutes où c'est moi qui actionne, 3-4 minutes, je mets le pressing exprès tout pour voir le premier temps. Et en fait, c'est ce que j'ai fait un peu tout à l'heure sur certains combats. Après, je gère, dès que j'ai marqué mes points et mes avantages, normalement, je gère. Et j'ai tout un travail. Et là, comme j'étais blessé au bras gauche, je ne pouvais pas le contenir en fait. Parce que normalement, par exemple, je fais des choses pour péter les actions avec deux mains, je fais trucs. Et là, comme j'avais la main gauche, je ne pouvais pas, je n'arrivais plus à le contenir à la fin. Donc, il m'est rentré un peu dedans et du coup, il m'a fait monter en intensité, il m'a grillé un peu dans l'énergie et à la fin, j'étais dans le rouge. Alors que si j'avais mon bras gauche, je les aurais coupés, tu vois. C'est comme si tu boxes avec un jab d'arrêt et tu n'as plus ton bras avant et le mec, il te fait reculer beaucoup parce que tu n'as pas ton jab d'arrêt. Et moi, c'est ce qui se passait parce que quand le mec vient, je coupe les actions avec la tête et c'est là. Et je me suis retrouvé en danger à la fin. Et en plus, avec un épuisement, tu sais, au moment, toi, tu es préparateur, mais tu as l'expérience du combat. Tu sais, le moment où tu es épuisé, on y arrive au combat. À un moment, Hum, tu y es. hum. Et tu as le truc des tripes qui sort, tu vois. Et là, tu sais si tu t'es grillé le surentraînement ou pas, ou si tu vois. Et là, à ce moment-là, putain, je me dis, je suis carbonisé. Je suis carbonisé à la fin. Je dis, Thomas, regarde le chrono, tu gères, tu t'accroches, tu lâches pas. Et là, dans ma tête, c'est juste ne lâche pas. Mais je savais que j'étais carbonisé, pas physiquement, carbonisé des 22 tournois, enfin, dans les pattes. Ah, C'est-à-dire ah. l'envie, la fatigue et tout ça. Et dans le combat, moins que la blessure. J'étais gêné par la blessure, mais en fait, comme je n'arrivais pas à faire en tactique, ce que je voulais faire, il me grillait. Mais je m'accrochais parce que je disais non, il faut que je leur montre en France qu'il faut que je gagne. Et après, l'ego et la fierté de me dire non, je suis numéro 1 mondial, on ne me battra pas ici, truc. Mais c'était difficile, hein. C'était difficile en France parce que j'ai senti le silence des gens qui observaient. Je pense que là-dedans, tu as ceux qui sont pour moi et tu as ceux qui m'attendent au tournant. Et j'ai entendu 3-4 dans la vidéo, on le voit, 3-4, allez Thomas, c'est numéro mondial. En France, chez toi, tu dis, c'est quand même. J'ai ma part de tort de ne pas savoir me vendre, donc il faut que je le fasse de plus en plus. C'est Mais vrai. c'est quand même particulier quand même en France, tu vois. Et à la fin, tu vois, quand j'étais dans les tribunes, je me cache parce que j'avais vraiment envie de pleurer. Mais vraiment, hein, j'avais la blessure, elle me faisait mal, le bras, il bougeait plus. Et je vais dessus dans les tribunes et je me cache parce qu'il y avait Rafi Gaev. Et en fait, Rafi Gaev, quand il a vu que j'ai gagné ma 4, il s'est rhabillé, il a arrêté, il savait que le challenge c'était fini. Là, c'était fini à 100%, qu'il ne pouvait plus me rattraper. Et moi, je me cache pour le bras pour ne pas montrer que
que je suis blessé, que j'ai mal et que mais vraiment, j'avais les larmes à l'œil, j'ai vraiment T'effondres, mal. quoi. C'est la fin du truc. Tu t'effondres, t'as une chute d'énergie. Voilà. Je l'ai eu pendant longtemps en plus, hein. Et à ce moment-là, tu vois, il y a des mecs qui sont venus. Ah, Thomas, t'étais fatigué, qu'est-ce qu'il y a, le truc? Et j'avais une copine à mes côtés qui dit, oui, mais il a gagné. Ouais, mais il était fatigué. Oui, mais il a gagné. Il a fait 23 tournois d'affilée. Ouais, truc. Et tu vois, ça n'a pas été un bonheur de suite de voir Mm, ma victoire, ma réussite, tu vois. mm, mm. Ah, mais tu étais fatigué. Et pourtant, quand on voit le combat, quand on voit l'highlight, bien sûr qu'à la fin, je suis fatigué, mais 23 tournois d'affilée en Le 6 mois, combat, c'est il est des. magnifique. Voilà, Le et highlight est magnifique. je commence bien parce que je suis frais, que je mets tout, mais à la fin, je le sens que je suis carbonisé parce que j'ai 23 tournois dans les pattes. 32 combats, les gars, 32 combats en 6 mois, je suis carbonisé. Si c'était que 32 combats en France, c'est une chose déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, c'est en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, je reviens, je repars aux États-Unis, j'étais carbonisé, le jet lag, je ne sais même plus où je dormais. Et ce combat n'a pas été forcément facile pour moi, mais j'ai été content de le faire parce que j'ai commencé à Paris et j'ai fini à Paris. Et si je raconte cette histoire, c'est que derrière, tu vois, si je suis entraîneur ou que mes potes ou que mes sparring ou que des potes compétiteurs le font, je le sais. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disent tu nous as motivés, tu nous as montré l'exemple, tu nous as terminé. Et il y en a qui me disent Thomas, il y en a, ils ne te le disent pas, parce que peut-être qu'en France, c'est pas méchant, mais il y en a, ils ne savent pas l'exprimer en fait. Mais il y en a, ils me disent Thomas, je te jure, il y en a, tu leur as donné envie de repartir en adulte. Tu leur as redonné envie de recombattre. Tu vois, la petite seconde où tu te poses la question pour combattre, mais il y en a, ils vont se la poser un peu moins parce qu'ils ont vu que Mm. c'était faisable. Ben voilà pourquoi, entre autres, j'ai voulu finir aussi à Paris comme ça pour montrer les gars, putain, j'ai 40 ans, c'est faisable, on y va. J'aurais perdu ou j'aurais gagné ou je gagne, c'est la même chose, tu vois. Mais c'est moi. Mais je suis sorti fier parce que j'étais déjà numéro un, mais j'étais chez moi et même avec le risque et la pression, ben, je l'ai fait et je l'ai gagné et je suis rentré. Je dis là, ça y est, c'est fait, c'est fini. Et maintenant, les gens qui veulent y voir le verre plein, ils vont le voir, ils vont dire waouh, putain, quelle aventure. Et il y en a beaucoup qui m'ont encouragé. Et ceux qui voient le verre vide, je me suis retourné, j'aurais dit les gars, accrochez-vous maintenant, allez-y. Parce que alors là, j'ai commencé à. Il n'y a pas besoin de parler, tu vois. J'ai commencé à Paris, j'ai fini à Paris, j'ai combattu partout sur la planète, j'ai pris tous les tournois, j'ai affronté tout le monde. 32 combats, 31 victoires, un match À quel perdu âge? opposé. À quel 40 âge, ans. Thomas? Et j'ai 40 40 ans, ans. tu vois. Et je voulais finir sur ça. Je voulais, entre guillemets, finir sur. Donner le maximum. Et un bel exemple pour la suite parce que je suis professeur aussi, donc tu as envie de. Tu vois, je pense, toi, par exemple, tu es préparateur physique, mais tu as envie de temps en temps faire des perfs et leur montrer, tu as vu ce que c'est le côté athlétique, tu vois. Et bien, moi, si je vais vers le côté professeur, je voulais encore montrer un truc de dire voilà, j'aurai une belle histoire sur laquelle m'appuyer en plus pour derrière. C'est ça qui est bien. Et là, je vais sur la DCC, mais franchement, sans complexe. Je la gagne, je la gagne, je la perds, j'ai rien à gagner en fait, j'ai rien à perdre en fait. J'ai déjà écrit mon histoire, elle est finie et je peux être en fait complètement libéré sans la pression de perdre. Et justement, c'est comme ça que je vais me dire, bah, c'est comme ça que je vais la gagner en fait. C'est comme ça que je vais y aller, c'est-à-dire l'entraînement, je vais m'entraîner à fond. Je vais éviter la blessure, quoi. Cette année, j'ai beaucoup appris comme ça. Et en fait, j'ai rien à perdre. Donc, je vais être complètement libéré et je vais aller la chercher. Thomas, merci infiniment. Merci infiniment. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux pour, je sais pas, des coachings, des stages, dialoguer avec toi? C'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur mon Facebook, c'est Thomas Alban Loubersan. Et sur mon Insta, c'est Thomas Loubersan, attaché. Et Et plutôt l'un, plutôt l'autre? T'es non, plutôt les Facebook? deux. Moi, Les j'étais deux? toujours beaucoup plus sur Facebook. En ce moment, je me mets sur Insta. Je m'y mets un peu à la communication. Je suis pas très bon sur ça. Mais voilà, après, souvent, je parle avec Facebook, ouais, Thomas Alban Loubersan et Thomas Loubersan sur Instagram. Et après, moi, je m'occupe encore cette année à beaucoup combattre et à beaucoup pour me préparer et tout. Donc, répondre à quelques questions. Oui, donner des cours. Pas encore, club. Je vais finir Ok. ma saison bien. Les Par contre, des stages? stages, oui, j'en fais. Oui, des stages, ouais. Ça, je peux. Faut voir les dates et que ça ne me perturbe pas dans ma prépa, mais oui. Et, euh, et cet Et s'il y été, en moi, a je vais. qui veulent soutenir ton projet, peut-être aussi. Peut-être que s'il y en a qui veulent soutenir ton projet, je sais que tu as eu besoin de soutien pour ton projet Ouais. de numéro un mondial. Ben, là, Donc, moi, je vais défendre, au niveau des projets, je vais défendre encore mon titre mondial. Alors, le classement a démarré depuis 3 4 mois, mais avec le confinement, je pense là, on va en avoir. Je pense qu'on va pas rouvrir avant juillet, les frontières internationales IBJF en tout cas. Donc, je pense que j'ai des points d'avance.
Donc, je vais me consacrer sur la DCC et peut-être octobre, novembre, décembre, refaire des tournois pour essayer de défendre le classement mondial IBJF. Si ça se joue sur 4-5 tournois, je vais le faire pour le défendre. Mais je vais me focaliser sur la DCC. Donc, ouais, s'il y a des sponsors qui sont intéressés, ben, ce ne sera pas forcément plus de très gros budget parce que ça sera de quoi avoir un camp d'entraînement sûrement à Paris, un peu dans le sud à Bayonne avec Hugues Rousseau et à Paris, je vais venir faire un camp d'entraînement à Paris et après la DCC. Donc, s'il y a des sponsors qui sont intéressés, ben, je suis ouvert à toute discussion. Ça, c'est sûr, ça aide parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent dans notre sport. Et je pense qu'en plus, il y aura quelque chose de médiatiquement intéressant à faire en échange et de redéfendre la place numéro 1 mondiale. Là, je suis en train de parler avec, on a commencé avec Nicolas Régnier et je vais en parler sûrement avec toi et en fait tout le monde en fait. Je veux surtout pas m'enfermer dans un truc. Moi cet été, je vais monter à Paris une grosse partie pour venir me préparer pour la DCC. Donc j'aimerais que voilà, si toutes personnes qui sont intéressées, j'aimerais que vraiment beaucoup de sparring, beaucoup de gens, si on peut faire des camps d'entraînement. Quelle que soit la manière, on se met autour d'une table, on voit où est-ce qu'on peut les faire, comment on les fait, qui, quoi. Mais j'aimerais cet été, moi, être en tout cas à Paris et finir ma carrière sur ça. Pour la préparation de la DCC, m'entraîner avec les meilleurs. Par contre, voilà, mais vraiment avec les meilleurs. Malheureusement, pas les débutants parce que je ne peux pas me le permettre avant une qualif ADCC. Mais par contre, voilà, cet été, je serais très intéressé pour être en contact avec un maximum tous les meilleurs grappleurs, les lutteurs, préparateurs. Donc voilà, moi, je vais garder le cadre avec qui j'ai été, c'est-à-dire toi. Baptiste Hamid et Rémi à Paris aussi, le kiné. Ça, c'est le cadre qui m'a fait réussir mes derniers résultats. C'est pour ça que je vais revenir me préparer à Paris. Et après, je pense que je vais chercher les sparring légers très forts. Anthony De Oliveira aussi va venir, qui est en léger, qui est très bon. Nicolas Régnier, qui va se remotiver pour repartir sur une qualif ADCC qu'il a gagné déjà plusieurs reprises. Donc moi, ça m'intéresse de me mettre avec lui parce qu'il a de l'expérience sur cette compétition. Avec toi, avec, j'espère, avec les derniers sparring que j'ai eu à MMA Factory, Slim et Ahmed, qui étaient vraiment très très bons. Il y en avait eu d'autres aussi. Mais par exemple, Slim, franchement, c'était un super gars en lutte et tout ça. Ahmed, on va dire dans ma catégorie de poids, en lutte est très simple, très dynamique, très fort. Après, au sol, je pense qu'il va progresser, mais je le suis. Je le vois que c'est un. Il est bon. Ouais, il est très bon. Il est très bon. Il va suivre. On essaye de faire en sorte. On aimerait bien le propulser sur la scène internationale du grappling sur les années à venir, ouais. parce que voilà, en France, il a prouvé qu'il était dans le top 3 français largement. Ouais, d'ailleurs, il y avait un gros match qui était pas mal parce que je m'étais entraîné avec lui et avec Jati. Les matchs qui devaient se faire à Arès, c'était intéressant. Bon, après, là, je laisse les MMA Fighters parler de ce combat. Mais moi, en tout cas, ça m'intéressait parce que c'était deux personnes fortes. Jati est très bon aussi au sol. Deux très bons grappleurs. Deux très bons grappleurs, ouais. Très, très bons. Ouais. À Paris, il y en a quelques-uns. Voilà, je l'avais tourné aussi avec Mansour Barnaoui, qui est bon. Toi, qui est, même si tu es plus sur le boulot, que tu ne combats pas beaucoup, tu as un sacré bon niveau. Il y a 2-3 mecs du NCU aussi qui sont pas mal. Donc, il y a de quoi faire à Paris. Franchement, il y a des très, très bons gars. J'aimerais, mais il y a de quoi faire en province. Si on s'entraîne ensemble, ce serait cool. Tu l'as prouvé aussi, Thomas, qu'il y a de quoi faire en province et que pour tous ceux qui sont en province, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à Paris. On peut, en ayant le bon focus, on peut monter au plus haut niveau, même si on habite en province et qu'on n'a pas… voilà. On a une qualité dans la province. On a une qualité, c'est qu'on a beaucoup plus de temps qu'à Paris. On est moins dans le stress, on court moins, donc on a le temps de s'entraîner plus facilement, on va dire. Maintenant, on n'a pas ce renouvellement de personnes, de passage, de dynamique ou de gens qui peuvent venir. Mais on a un gros noyau qui peut s'entraîner très bien dans le sud, vraiment fort. D'ailleurs, il y a moi qui étais de Toulouse, il y a Samuel Monin qui est à Paris maintenant, qui était de Nice. Regarde, Anthony De Oliveira, il est à Bordeaux. On a cette chance-là qui fait que… Et on n'a pas la pression médiatique, tu vois ce que je veux dire, de la capitale où ça parle, où il y a les événements et tout. Donc, on est un peu en retrait de ça. Donc, c'est une qualité qui nous laisse de l'entraînement, en fait. Mais par contre, intéressant, c'est pour ça que j'en parle un peu en ce moment, dire que voilà, moi, cet été, j'aimerais vraiment, si sur une action comme ça, on arrive à se fédérer sans changer la politique de chacun, sans changer on a déjà ouvert la salle sur des créneaux sur lesquels on met au Factory, sur lesquels on met des open mat où tout le monde est le bienvenu. Donc, ça commence vraiment à bien marcher. On a des gens de toutes les salles qui arrivent.
Et c'est cool parce que ça permet l'échange. On a Pierre Manzo, que tu connais peut-être, qui est un super grappleur, qui a gagné le championnat de France, qui est venu tourner chez nous. Enfin, on a pas mal de mecs qui sont venus, même d'autres clubs et tout. Et c'est sympa parce que ça crée de l'échange. Et comme tu dis, il y a un moment où, si on vise l'international, il faut laisser les meilleurs s'entraîner entre eux, quels que soient leurs horizons. Et c'est important. Je le pense. Après, tu vois, après, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est pas facile de s'ouvrir. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on ferme, entre guillemets, qu'on contrôle un peu un club, c'est vrai que le club a tendance à évoluer, en fait, entre guillemets. On sait ce qu'on fait, on l'a en main, on le monte. C'est vrai que s'ouvrir, c'est un sujet délicat. Mais quand on s'ouvre, on ne voit pas directement enfin, l'évolution de son club, vraiment directement. Mais je pense qu'on voit l'évolution sur la région, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que les gens qui viennent sur le tapis, ils viennent avec une mentalité difficile parfois. Alors qu'il faut s'adapter, respecter le lieu, ainsi de suite. Donc, mais je pense que les open mats sont une très bonne chose, mais il faut vraiment bien jouer le jeu et ça va monter la région, pas forcément directement le club en fait. Donc, moi, je suis pour ces open mats qui se font beaucoup aux États-Unis, qui commencent à se faire beaucoup en France et tout ça. Mais voilà, il faut aussi améliorer par ces débats-là qu'on fait un petit peu de temps en temps, sans être le papa, sans être le ci là, tu vois, mais de dire fais attention les gars, parce que, et c'est là où on le voit en France, si on arrive avec une bonne mentalité, qu'on sait aller chez les autres, chez les voisins, notre niveau français va évoluer. On le voit en Pologne, on le voit dans beaucoup de pays en fait. Mais si la mentalité n'évolue pas, on aura beau ouvrir les portes et faire des open mat, ça ne décollera pas en fait. Et c'est même voir, ça va se refermer les portes. Moi, j'ai déjà vécu, comme toute expérience, des choses se sont ouvertes et elles se referment très vite à cause de la mentalité des gens qui viennent sur le tapis ou qui ne savent pas se mélanger et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, que l'étranger se développe très bien. Donc, il faut vraiment qu'on reste cette dynamique à savoir chacun avoir son club ou son business ou quoi que ce soit. Mais par contre, il faut vraiment travailler ensemble parce qu'on a tout à gagner. Parce qu'aujourd'hui, Thomas, il y a un moment, on le sait, le compétiteur de haut niveau, c'est pas celui qui, je te check, on tourne ensemble, je suis avec Thomas et dans ma tête, j'essaie de battre le numéro 1 mondial alors qu'on est sur un tatami à l'entraînement le samedi matin. Le compétiteur de haut niveau, c'est celui qui est capable de dire, OK, je vais créer des ouvertures pour voir dans son jeu ce que je peux apprendre de son jeu quand je tourne il va avec prendre lui. des phases de travail. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Le mec qui va vouloir me battre sur le tapis comme ça, juste pour le palmarès, moi je Il a sais que 3 fois sur 4, il n'ira pas faire de compétition. Il fera rien. Il n'a pas de palmarès parce qu'il n'y aura pas une coupe de remise à la fin de l'open mat pour dire. Voilà, donc il n'y a pas de palmarès et il n'y a pas d'apprentissage. Nico. Il va rentrer dans son propre piège. Imagine, je fais une couille. Le mec qui va dire ouais, je l'ai fait chier, je l'ai fait taper, j'ai ci et j'ai là. Donc le mec après, il va avoir la pression pour lui faire un petit tournoi régional. Le soi-disant mec a battu le numéro 1 mondial. Il va se retrouver dans un piège, tu vois. Ouais. Donc non, le haut niveau, il sait que c'est des phases. Il sait que, tiens, lui, il est vraiment fort là. Tiens, comment je vais travailler ça? Alors, soit sur du thème, soit sur des positions fortes, soit stratégiques, ou soit même des positions désavantageuses. Ça, c'est le haut niveau, oui. Le mec, il faut que l'entraînement sorte avec une expérience gagnée, en fait. C'est ça. C'est pas un palmarès, que les gens comprennent que c'est pas un palmarès qui a à gagner quand on a quelqu'un en face comme ça, un palmarès. C'est une expérience qu'on a à gagner, pas un palmarès. Le palmarès, tu peux pas, ce serait trop beau. Tu fais un match, tu gagnes. Par exemple, moi, la vidéo que j'ai mis avec Galvao, c'est pas du tout, je suis meilleur que Galvao. Non, par contre, attention, arrêtez de me dénigrer ou n'importe quoi. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps que j'ai battu beaucoup de grands noms et tout. Cette vidéo permet de, et je l'ai mis qu'après mes grands titres. J'ai gagné beaucoup de choses et je l'ai mis après le BJF. Parce que oui, attendez, c'est pas par hasard que je suis 2 fois champion d'Europe, que j'ai gagné les pannes, que je suis numéro 1 BJF. Regardez, et j'ai mis la vidéo en premier où je m'entraîne avec Barbosa. Et les mecs ont fait ah ouais, quand même. Et ben c'est le numéro 1 actuel. Et cette année, c'est moi. Et j'ai mis la vidéo avec Galvao. Ah ouais, quand même. Elle ne prétend pas du tout que je suis Galvao parce qu'attention, la pression de la DCC, la compétition de la DCC, ici là, je ne l'ai pas moi sur les épaules. Par contre, attention, ne me mettez pas moins dans le sens où j'ai le niveau pour. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs. Tu vois, c'est ça. J'ai eu les épaules pour savoir gérer les facteurs de ce challenge que j'ai fait cette année BJF. Pas beaucoup de gens pourraient le faire. Galvao sait gérer cette pression mondiale qu'il y a sur la DCC. Est-ce que je l'aurai ou pas? Est-ce que je serai le gérer ou pas? Ça, tu ne le sais pas tant que tu n'y es pas. Donc, tu ne peux pas gagner quand tu t'entraînes un gars. Moi, quand je tourne avec Galvao, c'est de l'expérience. C'est savoir, est-ce que je peux contenir quelqu'un comme ça? Est-ce que je vais savoir défendre ses takedowns? Est-ce que je vais ci, je vais là?
mais pas j'ai mis une guillotine, c'est bon, je suis meilleur que le meilleur du meilleur des super fights de la DCC. Mais non. C'est pas Highlander. C'est pas Ben non. Highlander. Tu l'as mis une guillotine, tu prends Ben son oui. scalp et tu prends sa Non. force. Non, par contre, ça te construit. Par contre, ça te situe dans le niveau dans lequel tu es. Et ça te donne vraiment là, par contre, si on revient à ce que tu disais de confiance, ça te dire, tu vois, tu peux si tu veux. Mais par contre, ça ne change pas que si tu ne vas pas le prouver et le faire, tu ne pourras pas. Ce n'est que de l'entraînement. Maintenant, quand tu sais ce que tu fais, avec qui tu fais, et les mecs actuels et tout, tu te dis, il faut y aller. Et ben, c'est d'ailleurs quand tu y vas que tu te rends compte que par contre, il y a tellement de facteurs sur le chemin, comme le stress, la pression, la diète, la relation amoureuse, la famille, les enfants. Bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où on voit si tu as vraiment fait ce choix de vie, en fait, jusqu'au bout, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont bons. Et c'est pas critique, hein, c'est pas positif ou négatif. Ils s'arrêtent avant parce qu'ils le décident, hein, parce qu'il y a des priorités. Il y en a, ils ont des priorités claires et nettes. Et je les respecte d'ailleurs. Peut-être que moi, à un moment, je trouverais plus d'intérêt. Je dirais, attends, là, maintenant, il y a ça. Moi, ça s'est retrouvé que mon sport, je l'ai fait par thérapie, en fait, pas parce que j'ai eu des problèmes d'enfance, de famille, et ainsi de suite, qui fait que je me suis mis là-dedans. J'aurais eu, on va dire, un truc plus simple, plus équilibré. J'aurais peut-être pas trouvé d'intérêt d'aller faire 3 fois le tour de la planète pour aller gagner des médailles où il n'y a même pas 10 euros à gagner. Hein. C'est parce que c'était autre chose à gagner. Donc voilà. Mais par contre, ouais, en France, je pense qu'il y a ce truc un peu à casser, un peu à dire, on peut s'entraîner avec des forts et il y a des mecs forts et tu peux être fort. Moi, j'en connais plein de mecs, sans citer de nom, parce que je ne voudrais pas qu'ils le prennent mal, mais je connais 2-3 mecs forts en France qui sont vraiment très bons, mais vraiment bons. D'ailleurs, j'aimerais m'entraîner avec eux, ils sont vraiment bons. Mais au moment de la compétition, ils n'y vont pas. Ouais, où ils ont perdu une fois, tu vois, et ils ne veulent pas le revivre, ce truc. Ils ne veulent pas le surpasser, tu vois. Par contre, ils arriveront à surpasser un peu le pressing sur l'entraînement, à battre un gars, tu vois. Mais là où on se rend compte, c'est que lui, s'il se faut, depuis 2 jours, il vit ça à fond parce qu'il sait qu'il va tourner avec lui. Et le mec champion qui arrive sur le tapis, il n'a rien à foutre. Il n'est pas là l'important. Je me prépare, c'est bien, mais lui, ça va commencer à rentrer dans les choses sérieuses, mais pour la compétition, juste après, quoi, dire. Donc, c'est là où je pense qu'il faut, pour finir le speech, mais je pense qu'il y a un rôle, sur les médias, qu'il faut que ça sorte un peu d'amateurisme et du copinage. Qui valorise vraiment les vraies choses. C'est pour ça, sans rentrer dans les masters et tout, master c'est très fort, c'est très bien et tout, mais il faut revaloriser, remettre la lumière, s'il vous plaît, sur les bons. Actuellement, on sait qui c'est qui est bon, il faut mettre les gros résultats, il faut mettre sur eux. Le reste, il faut rester humble, en fait, parce qu'il y a des mecs qui prennent eux-mêmes la lumière sur les choses. C'est bien, mais ne te permet pas plus de lumière, parce qu'avec les réseaux, aujourd'hui, c'est facile que certains, tu vois. Donc, il y a les médias à rééquilibrer. Et je pense qu'il y a une très grosse vague, et ça va transcender le jiu-jitsu. Moi, ça m'a transcendé. C'est d'être cadré par des gens comme toi, préparateur physique diplômé, où là, moi, je ne suis pas du tout diplômé. Mais par contre, moi, j'ai un côté animal qui est intéressant, tu vois, par exemple, pour des mecs comme vous. Mais par contre, moi, voilà, un cadre avec des gens diplômés, c'est pour ça que je ne dis pas souvent, je dis attention, mais il faut trouver l'équilibre. Avec des gens qui ont de l'expérience, avec des gens qui vont avoir ce truc bien contrôlé, bien fait, bon moment, attention à ci, à ça et tout. Et ces mecs-là vont t'amener au bon chemin. Et en fait, à la fin, ils te disent, allez, lâche-toi, là, sors l'animal, mais il t'amène bien. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le MMA, avec toute cette vague de gens qui prennent l'expérience avec les athlètes et tout, comme les coachs, comme voilà, moi j'ai été avec toi, avec Baptiste Hamid et Rémi, je pense que plus vous allez prendre de l'importance et plus notre sport va évoluer. Contrairement où on parle de professionnalisation de la discipline quelque part. Oui, et pas seulement les professeurs. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de professeurs en France qui sont des fausses expériences, des faux professeurs. En fait, c'est pas méchant, hein, mais ils ont fait 2 trucs dans un master 4 et ils se prétendent comme truc. C'est faux. À un moment, il y a 2-3 mecs, compétiteurs, attention, c'est bon, mais il n'y a pas forcément toute la pédagogie entière. Mais attention, les gars, si vous avez un sacré soigneur, un sacré préparateur, un bon entraîneur et 2-3 mecs d'expérience de compétition, là, vous avez un cadre. Et moi, c'est ce que j'ai l'impression qui est en France, est en train d'arriver. C'est pour ça que j'ai la volonté de ce camp à Paris de venir, pas seulement pour ce truc de dire les gars, on s'entraîne ensemble, parce que ce n'est pas forcément facile ça, hein, mais il y en aura. Mais par contre, le fait d'être encadré, quand je sais que je vais monter sur le tapis, que je sais qu'il y aura toi, que je sais que je vais passer un coup de téléphone à Baptiste, que je sais qu'il y a Rémi derrière dans les soins, je sais que là, je me dis, voilà, j'ai ce qu'il faut autour. Et encore, je pense même que je ne suis pas encore assez pro, hein, parce que je suis de la vague d'anciens, tu vois. Je pense que les futurs jeunes, quand ils vont savoir encore plus vous écouter à vous et être cadrés et tout, ben, vous allez en faire des gros athlètes. Vous allez en faire des monstrueux. Moi, je suis persuadé que j'ai montré à 40 ans ce que j'ai fait. Moi, je pense que ça n'a jamais été fait avant. Et je pense que si de cette manière-là, un peu libre, personne ne fera ce que j'ai fait. Par contre,
il y a quelques Français un peu cadrés, bien préparés, avec le budget et avec le truc. Je pense que j'ai montré que hey, les gars, c'est faisable. Regardez, il a fait 40 ans lui-même, tout seul. Maintenant, en tout cas avec la préparation, j'étais encadré. Mais s'il y a un mec qui aujourd'hui en France est cadré sur tout ça, et pas que sur les professeurs, c'est ça que je veux dire. Si un bon préparateur physique, et que ça va même jusqu'à la diète, jusqu'aux soins, jusqu'au truc, mais c'est là où en fait sont forts les Américains. C'est là où ils sont vraiment, vraiment, vraiment forts les Américains. Moi j'ai vu à Athos, voilà, il est suivi par médecin et tout. Hein. Bon, Il y a un staff. Encore une fois, c'est un il a un staff. staff et Tu il a tout. t'entoures de gens. Voilà. Tu as un staff autour, une équipe qui te permet de performer. C'est toute l'équipe qui entoure l'athlète. Et je pense que si on évolue sur ça, on peut, franchement, on revient numéro 1 en Europe. Je pense qu'actuellement, on ne l'est pas. En grappling, on ne l'est pas. Mais je pense que si on a tous les éléments, si on arrive à ressouder ça, je pense qu'on repasse devant. Franchement, je pense qu'on repasse devant parce que l'Angleterre, il y a des bons, Pologne, il y a des bons, mais si on se réunit, je pense qu'on repasse devant. Mais là, aujourd'hui, on ne l'est pas. Concrètement, on ne l'est pas. La Pologne, ils sont très physiques, ils sont très forts, ils se donnent les moyens, ils se réunissent, ils sont très costauds dans les compétitions. Moi, j'ai été m'entraîner là-bas, j'ai vu. Tu vois, la différence, par exemple, moi, tu vois, avec les résultats que j'ai faits, quand j'ai fait les stages, c'est classique en fait. C'est le club d'un mec qui est intéressé à te faire venir, qui lui est ouvert d'esprit, tu fais l'action et tu es reparti. Et tu as quelques élèves qui te donnent toi. La Pologne, il s'en fout que tu sois sympa, pas sympa ou ci ou là. Tu es le numéro 1. Moi, quand je suis arrivé là-bas, tu es le numéro 1. Ok, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Comment? Montre-nous. Fais ci, fais. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, quand j'arrive aujourd'hui, j'ai l'impression en France, j'ai l'impression qu'il faut plus que j'apprenne à savoir me vendre sur Insta et tout ça aujourd'hui, moi, que ça, tu vois, que plus qu'on me prenne pour ce que j'ai fait. En France, on ne m'a pas posé la question. Tu sais que quand j'ai atterri en Pologne, le mec déjà dans la voiture, il m'a donné l'enveloppe du stage et il me dit Thomas, putain, incroyable, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et si, et là, et quoi? Et là, dans cette situation, comment tu fais? Le mec, il se dit voilà, aujourd'hui en face, j'ai le mec actuel, le résultat, il est là. Comment il a fait? Je veux savoir. Et du coup, il se donne les moyens, tu vois. Et là, je suis resté choqué. Je dis, putain, si la France, on avait cette mentalité-là avant de juger, de critiquer ça, c'est le mec, ok, on s'en fout. T'es numéro 1, comment t'as fait? Explique-nous ça. Comment truc? Quelle est ta vision? Ça te colle pas. Et voilà. En résumé, moi, je dirais, en France, si on se recentre et qu'on se professionnalise, tout monte. D'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que si je dis ça, c'est parce qu'il y a plein de prises de parti. Moi, j'ai été au MMA Factory. Ben, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a un staff, parce que chaque chose est à sa place. Et là, on voit d'autres personnes qui arrivent et qui vont perfer à haut niveau, comme Cyril Gagne. On attend la suite. Et en fait, on est tous en train de dire, bah, il a tout pour. Maintenant, c'est qu'à lui qui a confirmé. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a un staff. Ça va du préparateur physique, anglaise, le coach MMA, le management, le ci et là. Voilà pourquoi ça marche. Fernand est bon. Voilà, il y a des bons, il y a des pour et des contre, de façon qu'on fera à chaque entraîneur, à chaque club, à chaque truc. Mais moi, pour moi, c'est vrai que c'est un club que j'ai vu très professionnel. D'ailleurs, je t'ai rencontré là-bas, c'est pour ça que je parle de ça. Et ça ne m'étonne pas, en fait, qu'après, il y a des résultats parce que c'est très professionnel et il y a un cadre partout. Maintenant, je vais être par les caches, est-ce qu'il y avait vraiment le meilleur entraîneur de boxe ou le meilleur de ci, le meilleur? Non, il n'y a pas besoin de forcément le meilleur. Il a un staff partout, très équilibré. Ça fait que quand tu es pris en main et que tu sais où on t'amène, et s'il a un jeune qui sait écouter, ben, je pense qu'il y a la perf. Et moi, je pense que j'ai entre 15 et 20 ans de carrière. Cette année, parce que je suis à la fin, parce que j'ai été blessé, je dis, bon, Thomas, arrête, il faut que tu écoutes un peu plus. J'ai écouté, j'ai su m'ouvrir plus vers les gens. Et ben, le résultat, derrière, il a été monstrueux. 31 victoires en black belt adulte à 40 ans, IBJF. Il faut savoir qu'au Pan, par exemple, les mecs disent, ouais, Gordon Ryan, c'est autre chose. Oui, Gordon Ryan, il est très fort. Mais il faut savoir qu'au Pan America, j'ai battu le mec qui venait de battre Gordon Ryan juste avant. 2-3 mois avant, le mec, il a battu Gordon Ryan. C'était la dernière défaite de Gordon Ryan, c'était contre lui. Il faut savoir que, par exemple, je bats à Chicago, je crois, je bats un mec pas connu, mais très fort, Levington, qui a battu Aaron Tex Johnson, qui avait battu, c'est lui qui a mis la clé de jambe à Pena, au Kazaï, juste avant le super fight contre Davo. Donc, je peux te dire que j'ai pris des mecs solides. J'ai pris personne de mauvais, peut-être 2 ou 3 sur 32 combats, mais pas plus. Thomas, black belt au haut niveau comme ça, personne n'est mauvais. On sait tous à quel point c'est difficile de combattre en black belt adulte.
tu as parcouru le monde, personne ne finit numéro 1 mondial en affrontant des mauvais, ou alors c'est que le sport est mauvais. Non, tu as prouvé ce qu'il fallait faire pour arriver, et tu as prouvé qu'on pouvait y arriver. Ouais. Et c'était un défi incroyable. Thomas, je te remercie encore une fois pour ton partage d'expérience, pour ton énergie positive, parce que c'est ça qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, d'espoir, on peut le faire. Pas, c'était important qu'on se concentre sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a les moyens de faire. Et tu l'as dit, aujourd'hui, la France, on a les moyens d'aller au plus haut niveau possible à partir du moment où on se professionnalise et à partir du moment où on a l'envie derrière. Et c'est l'envie qui va déterminer le projet. C'est un sport individuel, donc tu es tout seul. Il y a plein de moments où tu es tout seul et ça, tu as intérêt à être fort et à te sortir les tripes, mais tu n'y arriveras pas si tu n'as pas le cadre. Et il faut chercher le plus de cadre et là-dedans trouver son équilibre. Il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur professeur ou le meilleur là. Il faut des gens compétents, mais avec qui tu as une bonne entente, avec qui tu as confiance. Mais par contre, c'est vrai que de toute façon, si c'est toi qui vas combattre, faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir, il faut y aller. Et les moments de doute ou les moments où tu auras besoin, c'est ton cadre qui va te l'amener. C'est ton cadre. Et c'est ce cadre-là qui ne te fera pas forcément gagner tes points forts, parce que ça, c'est toi qui les as. Mais entre guillemets, mais ton bon cadre va t'empêcher d'aller dans les points faibles et va t'empêcher d'être déséquilibré, va te trouver un équilibre, va te faire garder un bon rail pour aller sur tes points forts. Le point fort, c'est toi qui l'auras. Moi, cette victoire, sans parler, je ne l'aurais jamais fait seul, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi, je suis allé la chercher. Par contre, sans tous les conseils, que ce soit toi, Nicolas Haute, Baptiste Hamid, Rémi, des mecs comme Thierry Picard ou des amis comme Toufik en individuel. J'ai un ami, par exemple, on ne se voit pas beaucoup, mais on se parle de temps en temps. C'est important. Ce mec-là qui me dit Thomas, t'es le meilleur, t'es fort et tout, c'est un mec qui a vraiment confiance en moi, mais vraiment de vrai, pas juste un ami. Ça me fait du bien. Et voilà. Et ce cadre, après, il va se répandre avec aussi tous les messages de soutien et ça a fait partie. Mais voilà, si je devais finir, tout est faisable, mais c'est toi et toi seul qu'il faut aller le chercher et pas d'excuses. À toi d'aller chercher les moyens. Tu veux quelque chose, va chercher. Et si tu dois aller chercher quelque chose, en tout cas dans le grappling, il n'y a pas d'argent, mets-toi le meilleur cadre possible. Mets-toi un bon coach, un bon préparateur, la diète, et reste ouvert. Reste ouvert dans l'équilibre qui est difficile, c'est de rester à la fois ouvert aux gens pour comprendre ce qu'il va faire. Et à des moments, tu dois faire sur toi-même. Ouais, et à un moment, tu dois dire oui, ça et ça, non. Voilà. Il y a ce petit truc qui est un peu. Mais c'est là où il y a le petit truc atypique caractère, tu vois. Mais voilà, il faut trouver le truc là. Mais moi, voilà. Je suis me battre seul et je suis avoir un super cadre. Aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça seul. Mais j'ai été le chercher moi, tout seul, mon bagage, tout. Mais j'avais le téléphone, toujours en contact, toujours la petite chèque, le petit mot pour repartir. Et à la fin, on a construit, moi, mon projet, un exploit et quelque chose pour la France qui est joli. Voilà, je finirai sur ça. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Loubersan, Thomas Alban Loubersan sur Facebook, Thomas Loubersan sur Instagram. Merci encore, Thomas. Et j'espère à très bientôt sur Paris, du coup. Ouais, merci, Nico. À très bientôt. Ciao.